Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée spéciale élection municipale 2026. La Chambre des notaires est très heureuse de vous accueillir dans ce haut lieu, magnifique lieu d'ailleurs, fraîchement rénové. Je salue les au moins 150 personnes qui nous suivent en distanciel. Nous pensons à vous. Vous êtes les bienvenus également pour cette soirée débat. Alors d'ici le premier tour, nous allons recevoir 4 principaux candidats. Nous inaugurons cette série avec Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Vous êtes candidat Horizon, soutenu par Renaissance. Nous recevrons aussi Emmanuel Grégoire, Rachida Tati ou encore Sarah Knafo. Alors, dans un instant, l'introduction de Pierre Tarade, président de la Chambre des notaires de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, pour mieux vous connaître de façon un petit peu originale, j'aimerais vous soumettre 3 chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Ce n'est pas une question piège, ce n'est pas le prix du Navigo, ça a été fait hier, mais ça vous concerne directement. Ce premier chiffre, c'est celui-ci. 19. 19. C'est la Corrèze. Voilà. La Corrèze, vous êtes de la Corrèze? Je suis né dans le Cantal, à Rions-Montagne, mais j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à Tulle en Corrèze. Oh là là. Alors Corrèze, ça veut dire quand même, pour la mairie de Paris, Jacques Chirac. Ça veut dire Chirac. Oui. Tulle, ça veut dire François Hollande. Il y a aussi François Hollande, tout à fait. Alors, quel héritage politique vous avez exactement, vous? Plutôt un héritage chiracien. Chiracien, bien sûr. Je suis issu d'une droite modérée humaniste, on va dire. Oui. Et mon héritage, c'est surtout mon grand-père, puisque vous me parlez de la Corrèze et de mes origines. Mon grand-père a été soldat en 39-40. C'est un chasseur alpin qui a été blessé au front et qui m'a transmis mes valeurs, celles que je porte aujourd'hui. D'abord l'amour de la France, Oui. le tragique de l'histoire, et je pense souvent à lui aujourd'hui. Dans les temps de bascule géopolitique ou intérieure, je pense souvent à mon grand-père, parce qu'il me disait, très jeune, comment il avait vu, lui, en quelques semaines, une grande nation comme la France, solide sur ses fondamentaux républicains, une grande nation militaire, une grande nation économique s'effondrer en quelques semaines. Et je crois qu'il faut se battre pour des valeurs aussi, il faut se battre pour son pays, il faut se battre pour sa ville, et il faut savoir qui on est et ce que l'on veut incarner aussi. Je pense que c'est très important. Un maire, c'est quelqu'un d'efficace, bien sûr, dans les politiques publiques, et je veux remettre la culture de la performance au cœur, et de la réussite au cœur du service public municipal, mais on doit défendre des valeurs. Et je pense que ces valeurs, aujourd'hui, sont extrêmement menacées. Deuxième chiffre, c'est un double chiffre. 18 et 18. Pourquoi 18 et 18? 18e arrondissement de Paris. Voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième? 18 ans de mandat à la ville de Paris dans l'opposition municipale. 18 ans dans le 18e. Voilà. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces 18 ans dans l'opposition quand même? D'abord, c'est ma marque de fabrique. Oui. C'est la fidélité aux Parisiens, la fidélité à la ville que j'aime, Paris. J'ai gagné des élections, j'en ai perdu, mais je suis resté constant dans mon engagement. Et je pense qu'on ne s'improvise pas candidat parce qu'on ne s'improvise pas maire de Paris. Et souvent on dit il faut faire une marque Bournazel. Mais je pense qu'un maire, c'est pas une marque. C'est un projet, c'est une vision solide, c'est une bonne méthode de travail. Et je crois que la sincérité et l'authenticité, c'est mieux qu'un candidat ou une candidate marketing. Parce que parfois, à vouloir trop en faire, il arrive qu'on s'écroule en quelques secondes. À qui vous pensez? À personne. Dernier chiffre. 3. 3. Ça, c'est des sondages, non? Non. 3e dans les sondages? Non, c'est pas ça. Ça pourrait être ça, effectivement. Vous êtes 3e dans les sondages. Non, 3, c'est votre nombre de tentatives pour conquérir l'hôtel de ville, finalement. Et c'est la première fois qu'il y aura mon bulletin de vote. Et la première fois, j'ai... C'est la bonne, la 3e tentative? Comment? 3e tentative, c'est la bonne? Eh bien, c'est la bonne. Alors, en C'est tout sûr? cas, ça a été la bonne pour Mitterrand et la bonne pour Chirac. Ah, les références, on y retrouve. Voilà, alors merci d'avoir répondu à ce petit quiz. Au programme de cette soirée, nous allons donc parler des thèmes qui vous concernent directement ici, à savoir le logement et les familles. Nous parlerons aussi des enjeux climatiques, le commerce, l'attractivité économique. Nous évoquerons bien entendu le Grand Paris, c'est très important. Et puis on se projettera aussi en 2040 pour imaginer le Paris de demain. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez prendre soit un micro ici dans la salle ou en distanciel. Vous pouvez bien sûr envoyer vos questions tout au long de cet entretien. On fera une séance de questions-réponses à la fin de ce débat. Tout d'abord, Pierre Tarade, je vous laisse la parole pour nous expliquer pourquoi une telle soirée et quelles attentes vous avez en tant que notaire vis-à-vis des candidats à la mairie de Paris. Alors pourquoi une telle soirée? Parce que c'est un peu une tradition de recevoir à chaque élection municipale. D'ailleurs, vous vous rappeliez tout à l'heure que vous étiez déjà venu il y a 6 ans pour la précédente campagne. C'est une tradition et à laquelle nous tenons parce que les notaires sont au cœur de la ville. Et si nous vous recevons ici ce soir au Châtelet, c'est pas que c'est aussi une métaphore. Nous sommes vraiment au cœur de la ville. C'est une position que nous tenons et à laquelle nous tenons.
parce que nous avons, nous les notaires, l'occasion de voir nos concitoyens tous les jours dans nos offices. Nous sommes au plus près de leur questionnement, de leurs problématiques, qu'elles soient personnelles, familiales ou économiques. Et donc la vie de la cité, la vie de la ville, la vie de nos concitoyens, c'est en fait ce qui nous fait vivre et ce pourquoi nous vivons, avec ce rôle d'intermédiaire, puisque nous sommes à la fois ceux qui faisons appliquer les textes, ceux qui faisons appliquer les réglementations, et puis aussi nous avons souvent l'occasion d'être des lanceurs d'alerte, pour prendre une expression à la mode. C'est nous qui aussi pouvons faire des remontées du terrain. Et vous avez évoqué les différentes thématiques de ce soir. Ce sont des thématiques qui sont toutes notariales, mais qui sont toutes aussi des entrées de chapitre d'une réflexion que nous avons menée quand j'ai commencé mon mandat, qui est effectivement les notaires de Paris, horizon 2040. C'est pour ça qu'on vous embête avec cette date de 2040, parce que nous voulons réfléchir sur le temps long, qui est un petit peu aussi le temps des notaires. On est là pour longtemps, on le dit souvent. Et donc voir les mutations de notre écosystème, les familles, l'immobilier, l'économie, le climat. Tout ça, ce sont des sujets qui sont en pleine mutation, qui n'ont pas fini de bouger. Et ce sont des sujets que nous avons nécessairement en commun avec les candidats à la mairie de Paris. Merci Pierre Tarade. Alors je vous propose de commencer par ce premier thème central, hein, vous le disiez, c'est bien sûr le logement et les familles. Alors, les chiffres sont nombreux, hein, mais on pourrait citer celui-ci, 180 000 habitants en moins en 12 ans. On est à peu près à moins 12 000 habitants chaque année, ces dernières années. Les familles, les classes moyennes quittent Paris. Alors vous souhaitez une politique incitative, notamment pour que les propriétaires remettent 60 000 logements sur le marché. Comment est-ce que vous faites ça ? Alors je partage votre bilan, ce sont effectivement les bons chiffres, ce sont les derniers chiffres. 180 000 Parisiens de moins en 12 ans, c'est une véritable saignée. Ça veut dire que nous sommes une ville de moins en moins attractive parce que nous sommes une ville chère et une ville qui ne crée pas d'offres sur le marché principal. On s'est dit, plutôt que d'avoir des propositions de surenchère que certains font, comment on va pénaliser, comment on va sanctionner, comment on va obliger les propriétaires, nous on s'est dit comment on peut créer un choc d'offres en incitant les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché principal. Car il y a beaucoup, vous le savez, de résidences secondaires et beaucoup de locations saisonnières. Et on s'est dit que la première chose, c'était de leur dire on va vous sécuriser le paiement du loyer. Car beaucoup de propriétaires craignent de ne pas voir leur loyer payé ou les dégradations de leur appartement. Et on dit que plutôt que de payer des appartements au prix du marché, comme le fait la ville de Paris en préemptant, nous on veut arrêter la préemption. Vous arrêtez la préemption, c'est oui, ça que vous souhaitez ? La préemption, ça coûte très cher d'abord. En moyenne, 250 millions d'euros par an à la ville de Paris aux contribuables. C'est trop. Et cet argent, et il ira au désendettement de Paris, et une autre partie ira plutôt à aider les propriétaires en cas d'impayés, en cas de dégradation. Et ça, je pense que la ville de Paris peut se porter garante avec un pacte de confiance avec les propriétaires pour remettre des logements au service des Parisiens, notamment pour les classes moyennes, notamment pour les familles qui font aujourd'hui le bonheur de Puteaux, de Montreuil, de la 2e et de la 3e couronne. On a besoin de remettre des classes moyennes supérieures dans notre ville pour assurer aussi de la diversité sociale, pour relancer nos crèches, pour relancer nos écoles. Aujourd'hui, à Paris-Centre, c'est une école qui a fermé. Dans les différents quartiers de Paris, pour bien les connaître, c'est des classes qui ferment partout parce qu'il y a de moins en moins de familles, parce qu'elles sont évincées de la ville. Quel mécanisme vous mettez en place pour sécuriser les loyers, ce que vous nous dites ? Alors c'est un PAC 100% garantie paiement des loyers. C'est-à-dire que si à un moment donné, le propriétaire n'a pas son paiement de loyer, il va pouvoir s'adresser à la ville de Paris qui va contribuer à aider le propriétaire à avoir son paiement de loyer le temps que le locataire reste dans l'appartement, plutôt que de rentrer dans une logique de non-paiement qui va aggraver la situation du locataire, mais aussi insécuriser le propriétaire qui va se dire « moi je n'ai plus d'intérêt à laisser mon bien sur le marché parce que si j'ai des impayés, tout ça me coûte très cher, j'ai des dégradations, donc je vais pouvoir faire plutôt de la location saisonnière ou remettre ma résidence en résidence secondaire. » Et pour les plus jeunes et pour les plus précaires, il y a déjà la garantie Visale de l'État, qui est gratuite, qui sécurise aussi totalement les loyers. Là, c'est pour tout le monde et c'est simple et c'est directement la ville de Paris. Voilà. Donc dans un partenariat propriétaire, ville de Paris, on est immédiatement efficace et encore une fois, on le finance parce qu'on arrête la préemption, sauf sur l'insalubrité, parce que rénover des appartements ou des immeubles insalubres, ça peut avoir du sens. Racheter au prix du marché dans le diffus des appartements, ça coûte très cher. On n'a jamais autant dépensé d'argent
à la ville de Paris pour une politique du logement qui ne porte pas ses fruits. La ville est toujours plus chère et il y a toujours moins de familles de classe moyenne qui souhaitent vivre à Paris. Et c'est encore une fois, vous l'avez dit, je l'ai redit, je le dis souvent, 180 000 Parisiens de moins de 12 ans. C'est une véritable saignée. On continue dans le détail. La location touristique saisonnière, donc les Airbnb, vous, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je veux lutter contre les contournements, parce qu'il y a beaucoup de contournements, et donc de faire des contrôles a priori, et non des contrôles a posteriori. Et je souhaite, parce que je pense qu'il ne faut pas interdire Airbnb. J'ai vu qu'il y avait des candidats maintenant qui disent qu'il faut interdire Airbnb. Je ne suis pas pour l'interdiction d'Airbnb. Il est normal qu'on puisse utiliser sa propriété pour rembourser son emprunt, si on est locataire, pour payer ses loyers. Mais vous fixez un nombre de nuitées par an? On est à 90%. Je souhaite que ce soit les maires, je souhaite que la loi change plus exactement, je souhaite que la loi change pour confier aux maires la responsabilité du nombre de nuitées. Parce que la situation de Paris n'est pas la situation de Biarritz, qui n'est pas la situation de Besançon, qui n'est pas la situation de Nice ou de Limoges. Donc au plus près des terrains, les maires savent ce qu'ils peuvent faire par rapport à la réalité de leur parc immobilier. À Paris, on a un sujet. À Paris-Centre, un logement sur 7 est Airbnb. On a évincé les familles des classes moyennes. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas fermé des classes à Paris-Centre, on a fermé une école. Cela n'est plus possible. Donc je dis quelque chose qui m'apparaît assez réaliste, 30 nuitées, c'est bien. Pourquoi? Parce que 30 nuitées, si vous faites le calcul, ça représente 6 semaines. C'est quand on part en vacances. Et quand oui, les Parisiens partent en vacances, c'est ça? Je ne connais pas beaucoup de Parisiens qui partent plus de 6 semaines en vacances. Certes, ça existe, mais disons que ce n'est pas la majorité. Et je crois qu'à un moment donné, il faut surtout rendre aux Parisiens un maximum de logements, parce que c'est comme ça que la ville est attractive, c'est comme ça qu'elle est dynamique, c'est comme ça qu'on fait revivre le commerce de proximité dans les quartiers, parce que c'est des consommateurs, les classes moyennes, et l'éviction des classes moyennes des quartiers, eh bien, c'est la place au surtourisme. Le surtourisme, c'est le changement de destination commerciale. C'est des Parisiens qui se sentent dépossédés de leur quartier et de leur ville. Ils me le disent chaque jour à Montmartre, à Paris-Centre, à Saint-Germain, et un peu partout maintenant dans Paris. Et on a laissé complètement notre ville progressivement dériver. Je suis pour le tourisme. Je suis pour que Paris rayonne, je suis pour que Paris soit une capitale attractive. Il faut une politique offensive. Nous sommes la première destination touristique au monde, mais on n'est pas le premier panier de consommation. Donc on est dans une logique de surtourisme. Il faut là aussi établir une stratégie avec les partenaires du monde économique, spécialistes dans le monde du tourisme, avec la région, avec l'État, pour qu'on ait un tourisme qui soit un tourisme qui rapporte surtout de l'argent et qui permette à notre secteur hôtelier, à notre restauration, à la mode, à tout ce que vous voulez, d'empocher un maximum de dividendes pour que ça permette à la ville d'être première aussi pour le panier de consommation. Alors parlons maintenant du logement social. Vous vous engagez à la construction de 15 000 logements sociaux par an. Les candidats, les maires sont très nombreux à toujours promettre du logement social, on ne les voit pas trop arriver. Où est-ce que vous les faites? Comment vous les faites? 15 000, c'est beaucoup. Non, moi je suis pour la stabilisation des 25%. C'est ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, on a rempli le quota exigé par la loi de 25%. Je suis pour qu'il reste à 25%. Mais, comme j'ai pour objectif de remettre sur le marché 60 000 logements, si à la fin de la mandature, on a bien remis 60 000 logements sur le marché, comme la part de logements sociaux est comptabilisée sur les résidences principales, ça veut dire que nous pouvons avoir 15 000 logements supplémentaires sur 6 ans qui seront des logements sociaux, pour rester aux 25%, ni au-dessus ni en dessous. On respecte la loi, mais on ne va pas au-delà, parce que je note que le candidat sortant, M. Grégoire, pour ne pas le citer, aime bien les rimes. En 2020, ils étaient pour 20% de logements sociaux, en 2025, 25%, en 2040, c'est 40% de logements publics. Et comme je l'ai dit au Conseil de Paris le mois dernier, encore au mois de décembre, est-ce qu'en 2100, la rime continue? Donc je crois qu'il faut... Une ville, elle est faite pour tout le monde. On a besoin d'aider les personnes les plus en difficulté, il faut des logements sociaux, mais il faut d'abord revoir les attributions, on va peut-être en reparler des logements sociaux. Moi, je souhaite réviser les attributions de logements sociaux, c'est-à-dire les rééquilibrer, et notamment à destination des femmes et des hommes qui travaillent à Paris. La priorité, ça sera un système de cotation qui favorise celles et ceux qui travaillent à Paris. Les personnes dans nos entreprises, dans nos commerces qui travaillent à horaires décalés, ou des femmes et des hommes qui travaillent en journée, mais qui galèrent pour faire 3 heures de transport par jour, 1h30 aller, 1h30 retour. Pour moi, c'est un progrès dans une ville que de permettre à ces femmes et à ces hommes de vivre près de leur lieu de travail. De la même façon, je pense aux missions du service public. Les infirmières, les aides-soignants, les enseignants, les puéricultrices, les policiers méritent d'être prioritaires dans l'accès au logement social de la ville. Je crois que c'est une question de justice, je crois que c'est une question de mérite,
Et au moment où le pacte républicain s'affaiblit, avec la montée des extrémismes, du populisme, il est important qu'il y ait une réponse républicaine. Le mérite, ça compte, et il faut qu'une ville puisse défendre aussi ces valeurs-là. C'est pour ça que je parlais des valeurs tout à l'heure. Et moi, je souhaite que celles et ceux qui travaillent pour Paris, qui tiennent Paris debout, soient prioritaires dans l'accès au logement de la ville. Et ça nous permet là aussi d'avoir dans les cages d'escalier de la diversité, de l'équilibre. Ils vivent modestement de leur revenu du travail ou moyennement, mais en tout cas à Paris, ils ne peuvent pas y vivre parce que le logement est trop cher et donc il faut revoir les attributions de logement. Elles s'adresseront toujours à tout le monde, mais il y aura un rééquilibrage et un renforcement des personnes qui travaillent à Paris. Et le pourcentage restera 25%. Est-ce que c'est assez ambitieux? Il y a 200 000 personnes qui sont en attente d'un logement social à Paris. Je sais bien. Donc même si on remplit les objectifs, on ne répond pas au problème. Bien sûr, mais parce que ce n'est peut-être pas la bonne échelle. Je vais y venir dans un instant. D'abord, il faut bien imaginer que si on fait un choc d'offres, qu'on fait confiance enfin aux propriétaires, si on remet 60 000 logements sur le marché en 6 ans, on va juguler les prix. Et qu'à la fin, dans 6 ans, on n'aura plus besoin de l'encadrement des loyers. Et donc, on aura un marché. Ça veut dire qu'il y aura plus d'achats, plus de ventes. Ça sera très bien pour les notaires, mais c'est très bien pour la ville de Paris aussi. Et oui, puisqu'on touche les droits de mutation. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un marché beaucoup plus dynamique et ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de familles et de classes moyennes supérieures qui pourront se loger. Et à l'intérieur du parc social, on va aussi favoriser des personnes qui vivent de leur revenu de travail, je le disais à l'instant, et donc ça va aider. Considérer comme candidat qu'on va régler tous les problèmes de logement de tout le monde à l'intérieur de Paris intramuros, c'est un mensonge. Et celles et ceux qui vous disent qu'ils vont régler tous les sujets, le logement, le social, les 200 000 vont être logés, régler tous les problèmes des gens qui font des files d'attente pour visiter un logement, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Paris est une ville de 105 km². 87 si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Nous sommes la capitale la plus dense d'Europe, une des métropoles les plus denses du monde. On peut faire des choses, on va aménager, on a des projets sur le nord-est de Paris, on va faire des nouveaux aménagements, on va faire ce choc d'offres, on va revoir un certain nombre de politiques de logement social, je vais faire un bail de 6 ans, on va faire plus de rotation, plus de fluidité, on va faire même une prime de déménagement pour accompagner les personnes qui ont besoin d'être aidées pour déménager de leur logement social lorsqu'elles vivent par exemple seules dans un F5. On va faire plein de choses. Mais c'est à l'échelle du Grand Paris qu'il faut raisonner. À l'échelle du Grand Paris, il faut avoir une stratégie économique, d'attractivité, la bonne échelle pour réfléchir sur la transformation écologique de notre modèle, pour réfléchir sur le logement, sur les déplacements. Et si on réfléchit à cette échelle-là et qu'on a une stratégie commune, parce que je suis profondément métropolitain, je crois qu'à l'échelle de la métropole, on peut agir. Imaginez-vous, encore concevable, quand dans les années 2030 et 2040 que nous préparons, nous ayons chacun dans notre coin, nous, Paris et toutes les autres villes, un plan local d'urbanisme municipal. Il faut avoir un plan local d'urbanisme du Grand Paris, de la métropole. Il faut avoir des synergies communes. Les besoins et les demandes de logement doivent être traités à l'échelle de la métropole. Paris doit y prendre sa part, et il prendra sa part avec une nouvelle politique, une nouvelle orientation, mais ne peut pas dire qu'on va régler tous les problèmes à l'intérieur de Paris. Alors restons encore sur les logements. Pierre Tarade, vous prenez la parole. Peut-être que vous avez des chiffres aussi ou vous voulez interpeller Pierre-Yves Bournazel. J'ai des chiffres, mais c'est les mêmes. Là où je peux totalement abonder, c'est sur le phénomène de rareté de l'immobilier dans Paris. On est tout à fait d'accord, une ville ultra dense et aujourd'hui un marché locatif ou à la vente qui est effectivement aujourd'hui encalminé parce qu'il n'y a pas assez de sans frais, il n'y a pas assez de logements nouveaux. C'est pour cela que dans une politique, un choc d'offres, comme vous dites, il ne faudrait pas que cette offre soit prise sur le parc existant. Et c'est toute la difficulté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain à bâtir dans Paris, mais il faut trouver le moyen de remettre des logements sur le marché, que ce soit à la vente ou à la location. Et pour cela, il y a au moins une chose, parce que vous avez évoqué les logements qui ne sont plus sur le marché parce qu'ils sont en Airbnb, etc. Il y a toute la part des logements qui, aujourd'hui, nous, les notaires, nous les voyons, qui sont retirés du marché parce que le propriétaire, qui pourrait être un bailleur, est découragé par l'accumulation de règles qui s'appliquent à lui. Il y a effectivement l'inquiétude de ne pas pouvoir toucher son loyer, et ça vous y répondez, mais il y a aussi tout simplement le fait que ça coûte de pouvoir mettre aujourd'hui un bien sur le marché, et vous avez beaucoup de propriétaires qui renoncent au fait, qui renoncent à mettre le bien sur le marché. On vit aujourd'hui une crise du logement comme jamais dans Paris, alors qu'il n'y a jamais eu autant de logements vacants qu'aujourd'hui dans Paris. Oui, d'ailleurs, les logements vacants, qu'est-ce qu'on en fait dans Paris? Je souscris parfaitement à votre analyse, on la partage. J'ajoute que je voudrais aussi revoir le PLU bioclimatique qui a été voté l'année dernière, une révision,
toute simple, pour dépastiller, parce qu'aujourd'hui c'est un frein à l'activité économique. On a pastillé par exemple des écoles privées, on a pastillé beaucoup de lieux et de bureaux, c'est-à-dire, c'est la logique, s'il y a une cession, s'il y a une vente, la ville s'estime légitime pour préempter. Cette logique de préemption à tout va, je l'ai dit, on va l'arrêter, on va réviser le plan local d'urbanisme, on va dépastiller, et donc du coup je pense qu'on va créer aussi un choc de confiance en plus du choc d'offres proposé, ce qui va permettre de complètement donner une autre vision de la ville de Paris. La ville n'est pas un ennemi, la ville n'est pas contre vous, la ville est avec vous et c'est ensemble qu'on peut faire des choses. Donc les propriétaires qui sont propriétaires de logements qui sont vacants aujourd'hui ne vont pas regarder la ville de la même façon et les politiques de la ville de la même façon. Et là, je crois que peut s'établir un dialogue pour construire ensemble des bonnes solutions pour remettre un maximum de logements sur le marché. C'est ça l'objectif. Et ça se fait par la confiance, ça se fait par des politiques publiques incitatives et ça se fait aussi par un discours, par un positionnement politique, par une philosophie assumée de la ville de Paris de faire du propriétaire un partenaire. Et il faut que le propriétaire se voit gagnant en remettant son logement sur le marché. Et il faut que la ville l'aide et l'accompagne à établir cette confiance. Et c'est des mesures qu'on a proposées dans notre projet qui nous semblent aller dans ce sens. Mais j'ajoute que nous allons faire autre chose qui nous permettra au fur et à mesure de nous améliorer, en plus de tout ce qu'on peut dire maintenant. Je veux monter auprès du maire de Paris, de son équipe municipale, dès avril 2026, un conseil des entrepreneurs et des scientifiques. C'est-à-dire la représentation des métiers qui font aussi Paris, pour venir accompagner le maire et son équipe municipale sur 3 choses. Tout d'abord, les études d'impact. Je suis frappé de voir qu'il n'y a pas assez d'études d'impact sur les décisions de la ville de Paris. Et c'est bien que l'administration et les élus y contribuent, mais c'est bien que le partenaire privé y contribue aussi. Avant de prendre des décisions sur l'urbanisme, sur les déplacements, sur l'immobilier, sur tous les sujets, c'est bien de savoir un peu les conséquences que ça peut avoir. Donc une mairie beaucoup plus pragmatique et qui s'appuie sur les données scientifiques et sur le savoir-faire, la compétence et la technicité du partenaire privé. Deuxièmement, lancer des expérimentations. Pas interdit, ce n'est pas un gros mot l'expérimentation. Tenter des politiques publiques différentes sur la fiscalité, sur l'immobilier, sur d'autres sujets, sur les mobilités, et voir si les choses fonctionnent avant de les généraliser. Troisième chose, ce Conseil des entrepreneurs et des scientifiques va participer à l'évaluation des politiques publiques. Si vous suivez un peu les débats du Conseil de Paris, c'est fastidieux, certes, mais je porte depuis 10 ans une proposition qui a été récusée par la majorité municipale. Je voulais créer depuis longtemps un comité d'évaluation des politiques publiques municipales. Il n'y a que Paris qui ne s'évalue pas. La plupart des grandes collectivités ont leur comité d'évaluation et les entreprises s'évaluent en permanence. Sinon, comment prendre des décisions, comment corriger, comment amender, comment améliorer des dispositifs qui dysfonctionnent. Et donc ce Conseil des entrepreneurs et des scientifiques va aider tout au long du mandat à mieux apprécier les politiques publiques, à mieux corriger des décisions qui mériteront peut-être d'être ripollinées, rénovées, amendées. Et grâce à ce savoir-faire du partenaire privé, je pense qu'on sera beaucoup plus performant dans les décisions que nous prendrons. On sera moins dans l'idéologie dogmatisme et plus dans le pragmatisme, plus dans la culture de la réussite et de la performance du service public. Alors ça, c'est la méthode Bournazel, donc. Il était évident qu'il y aura un notaire dans ce comité. C'est impensable autrement. Oui, voilà, l'invitation est faite, j'espère. C'est un minimum. Au moins un notaire, si ce n'est plusieurs. La Chambre sera représentée déjà. J'espère. Vous n'êtes pas loin en plus, franchement. J'avais dit que je ne ferais pas, mais c'est vrai qu'ici, M. Bournazel, on a des vues sur l'hôtel de ville. Vous voyez certains bureaux? Lequel? On continue avec le logement, j'ai encore des petites questions. La transformation des bureaux en logements, est-ce que vous y croyez? Les professionnels de l'immobilier sont souvent circonspects. On dit qu'un bâtiment bureau n'est pas fait pour vivre. Il y en a qui disent au contraire c'est une super solution. Quel est votre avis? Eh bien, justement, ce Conseil d'entrepreneurs et scientifiques pourra le dire. Nous, notre intuition, c'est de dire que les bureaux qui sont usagés, qui ne serviront plus à l'activité économique, ce sont les bureaux qu'on doit regarder en priorité. Et donc, avec le partenaire privé, on va les recenser et on va pouvoir se dire ces bureaux ne serviront plus à l'activité économique parce qu'ils sont complètement dépassés par rapport aux attentes des entreprises. Et à ce moment-là, on peut regarder les potentialités de financement pour transformer ces bureaux en logements. C'est intéressant sur le papier, c'est très intéressant parce que ça peut créer de l'offre et nous sommes prêts à cela, mais il faut savoir que ça a un coût. Alors, vous avez oublié de me poser une question parce que j'aime bien commencer généralement par ça. C'est laquelle? Parce que dans la campagne, vous allez avoir beaucoup de candidats qui vont vous dire on va faire ceci, on va faire cela, les rues seront propres, les rues seront sûres, on va faire tout en matière de logement. Le plus important, c'est le financement. Voilà.
Parce que si on ne finance pas son projet, toutes les paroles sont des paroles en l'air. J'ai le projet le plus sérieux, le plus abouti, parce que c'est le seul projet qui est véritablement financé et expertisé par des spécialistes des finances publiques. J'aimerais bien vous croire, mais les autres, ils ne font pas financer, Non, ils n'expertisent pas malheureusement, programme. non. Malheureusement, non. D'abord, il y a des gens qui n'ont pas d'économie. Il y a des candidats qui assument qu'il n'y a pas de dette. J'ai entendu ça encore il y a quelques jours. Il n'y a pas de dette à Paris. Voilà. C'est une invention. Il suffit de lire, et parfois, on se demande dans quel monde on vit. On a 10 milliards d'euros de dette. Et je ferai tout de suite un audit indépendant pour regarder de près la situation financière, mais je ferai un budget rectificatif, même avant les résultats de cet audit, dès avril 2026, pour donner une nouvelle trajectoire. Notre plan, c'est 4 milliards d'euros d'économie sur 6 ans, plus 3 milliards de rentrées dans les caisses de la ville de Paris. Les 3 milliards de rentrées, c'est la vente de 20 000 logements qui appartiennent aujourd'hui à la ville de Paris et qui ne sont pas sur son territoire, qui sont notamment dans les départements franciliens. Ces logements, on n'a plus en supporter le coût. C'était une politique des années 70 et 80. Nous sommes dans les années 2026 et bientôt 2030, dans un pays endetté, dans une ville endettée. Je préfère récupérer ces 3 milliards. La moitié, d'ailleurs, ces 3 milliards ira directement au désendettement de Paris pour avoir des emprunts moins élevés et utiliser cet argent plutôt pour investir. Et l'autre moitié ira justement à l'investissement et notamment sur la rénovation thermique dont on va peut-être parler tout à l'heure. C'est le prochain sujet. Voilà. Et les 4 milliards d'euros, pour bien comprendre, d'économies... Oui. Alors les économies, vous les faites où? Alors, justement, c'est très précis et financé. C'est même 4,2 milliards d'euros d'économies. Débureaucratisation de l'administration parisienne. Je porte depuis 12 ans des propositions dans l'intérêt général qui n'ont jamais été reprises. Il y a 55 000 fonctionnaires agents publics à la ville de Paris. Pardon de le dire, il y a 22 directions et 42 directeurs. Où c'est qu'on voit ça? On a multiplié les strates, le nombre de sous-directions, les responsables de communication dans toutes les directions, les sous-directions. On a trop de technostructures. Donc nous allons procéder à la débureaucratisation en ne remplaçant pas tous les fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui partiront à la retraite pour alléger le poids de la dépense publique de fonctionnement. Ça prend beaucoup de temps, les Bien sûr, mais il faut commencer. Non remplacés. C'est pour ça que dès avril 2026, budget rectificatif pour lancer la réforme. Et ça suffit les... Ah non, il y a d'autres choses, ça ne suffirait pas. Je vais faire appliquer les 35 heures. 2 tiers des agents de la ville de Paris ne travaillent pas 35 heures. Je n'ai pas dit ils sont combien? 55 000 agents et fonctionnaires. Non, ils sont en combien d'heures? Eh ben, ils sont en dessous. Oui. Ils sont en dessous. Ils sont plutôt certains à 33, 32 heures, ça dépend. Et donc, c'est évidemment un coût pour la ville de Paris. Je veux faire simplement appliquer la loi. Je vous rappelle que la ville a même été condamnée par le tribunal administratif pour non-application de la loi et des 35 heures. Il faut faire appliquer les 35 heures. Ensuite, je veux lutter contre l'absentéisme, qui est un vrai fléau. Personne n'en parle, je le porte depuis des années. Ça coûte 250 millions d'euros par an aux contribuables. Tous les rapports de la Chambre régionale des comptes sont précis. Les faits et les chiffres sont têtus. Donc, on a travaillé à un grand plan du bien-être au travail, car à la ville de Paris, il y a beaucoup de retard sur le bien-être au travail. Suivi médical, social et psychologique des agents pour faire de la préemption et éviter l'absentéisme. On a travaillé sur le temps de pause aussi, pour l'accès à la culture, pour l'accès au sport. Il y a beaucoup de retard par rapport à d'autres collectivités qui sont beaucoup plus performantes, et on est très loin de ce qui est fait en entreprise. Et puis, pardon de le dire, je vais faire le contrôle administratif sur les certificats médicaux, car il y a des abus. Paris s'y refuse de manière dogmatique. Je veux que ça fonctionne et que ça marche, qu'il y ait du bien-être au travail, mais que les abus soient sanctionnés. Ce n'est pas fini, parce que si on débureaucratise, si on applique les 35 heures, si on lutte contre l'absentéisme, on va faire beaucoup d'économies. Mais il faut aller plus loin. Quand le privé sait mieux faire, il faut lui confier la gestion. Parce que souvent, c'est mieux fait et ça coûte moins cher aux contribuables. Je vous donne un exemple, la propreté. La propreté, aujourd'hui, la moitié des arrondissements sont sous régime privé pour la collecte et l'autre moitié publique. Je vais privatiser l'ensemble de la collecte. Mais je suis le seul candidat à proposer que ce soit le privé qui fasse aussi le nettoiement des rues. Pourquoi? Parce que ça marche. Regardez des villes social-démocrates pour montrer que ce n'est pas l'homme issu de la droite modérée qui vous parle. C'est pragmatique. Des villes comme Londres, des villes comme Amsterdam, des villes comme Stockholm ont fait le choix de confier le nettoiement des rues au privé. Ça marche, c'est plus propre et ça coûte moins cher. Et les rapports de la Chambre régionale des comptes démontrent qu'on ferait, sur une mandature en confiant au privé,
700 millions d'euros d'économie. Donc, on aura des rues plus propres, parce que le partenaire privé sait mieux faire et ça coûtera moins cher aux contribuables. Je vais arrêter la préemption, je vous l'ai dit tout à l'heure, 250 millions d'euros par an, et je vais diminuer le train de ville, hôtel de ville, 120 millions d'euros. Je supprime les voitures avec chauffeur pour les élus et les hauts fonctionnaires, les jetons de présence dans les sociétés d'économie mixte, les frais de représentation qui sont les frais de coiffure qui ont tellement défrayé la chronique ou les frais de vêtements, et on garde évidemment les frais de bouche contrôlés, 50 € maximum par personne, parce que l'argent public, quand il est rare, il doit être bien géré. Et le gage de la confiance, c'est d'avoir des élus propres, c'est d'avoir des élus honnêtes, des élus qui gèrent bien l'argent public. Et une des questions fondamentales de cette campagne, ça sera à qui voulez-vous confier 10 milliards d'euros d'argent public chaque année? À qui faites-vous confiance pour gérer ces 10 milliards d'euros d'argent public pour qu'à la fin, la dette soit diminuée, que les impôts ne soient pas augmentés, mais plutôt baissés, et que l'investissement ait été utile pour vous? Et je pense venir sur les propositions tout à l'heure d'investissement, parce que ça va nous dégager des marges de manœuvre pour investir sur la qualité de vie des Parisiens. On doit d'abord parler du climat et logement, c'est le DPE. Vous avez un plan Marshall, vous voulez faire un plan Marshall, vous voulez quadrupler le rythme actuel de rénovation des passoires thermiques. Comment est-ce que vous arrivez à donner cette impulsion-là, quadrupler le rythme? J'ai bien fait de parler de mes économies, sinon vous m'auriez regardé en disant qu'est-ce qu'il va dépenser encore plein d'argent public qu'il n'a pas. Cet argent public, on est allé le chercher grâce aux économies. Donc, c'est 4 milliards d'économies plus les 3 milliards de rentrées. Une partie va aller au désendettement, je l'ai dit tout à l'heure, à la baisse de la fiscalité quand c'est nécessaire, je pense à la taxe foncière, et le reste, c'est l'investissement. Alors, sur l'investissement, il y a la rénovation thermique qui est une priorité absolue. Parce que c'est le combat qu'on mène contre le temps, que l'humanité livre contre le temps, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'amélioration des conditions de vie de dizaines de milliers de foyers parisiens, et c'est bon pour le pouvoir d'achat. Donc nous, on s'est dit, on va accélérer la transformation écologique grâce à la rénovation thermique. Aujourd'hui, la ville de Paris, au rythme où elle va, sur son propre parc, le parc social, elle aura fini la rénovation thermique en 2060. Grâce aux réformes qu'on va mener, grâce aux économies qu'on va faire, on va pouvoir accélérer la rénovation thermique des logements sociaux, et en 10 ans, c'est-à-dire 2035-2036, on peut avoir fait la rénovation thermique de tout le parc. Et on a construit ça avec les experts pour former, pour avoir tous les métiers et faire en sorte qu'on baisse la facture énergétique de ces dizaines de milliers de familles qui vivent dans le logement social, qui ont des revenus modestes. Et c'est un élu du 18e qui vous en parle. Et qui est allé encore dans le 20e voir des familles qui étaient à 11 degrés dans leur appartement. Ou je pense à cette jeune Soria que je suis depuis des années, pour laquelle j'interviens depuis des années, qui a chaud l'été, qui a froid l'hiver, qui vit dans des conditions indécentes dans le parc social. Ça doit être une priorité absolue. C'est une question de justice, là aussi, climatique, sociale, tout ce que vous voulez. Mais c'est un gage aussi d'efficacité, de dépenses de l'argent public. Pour le parc privé, on fait comment? Parc Comment on privé, aide les copropriétaires, les copropriétés, ça se passe il y a comment? beaucoup de travail à faire avec vous. Et sur les formations, sur l'accès aux informations, on pourra faire beaucoup de travail grâce au Conseil des entrepreneurs et des scientifiques pour avoir le maximum de données et avoir les politiques publiques les plus précises possibles. Mais je souhaite, et déjà on a dégagé des marges de manœuvre dans ces économies pour aider les copropriétés. Et on voudrait commencer par les copropriétés les plus modestes, celles qui ont besoin d'être davantage aidées parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, et notamment celles qui ont des appartements diagnostiqués G et F. Parce que l'idée, c'est de remettre le plus vite possible un certain nombre de logements sur le marché ou éviter qu'ils disparaissent du marché. Car les Parisiens, ils seront gagnants, les propriétaires d'abord de ces appartements pour avoir un loyer, les locataires pour pouvoir vivre à Paris, c'est quand même pas rien pour une ville comme Paris. Et en plus, on va pouvoir baisser la facture énergétique grâce à l'accélération de cette rénovation thermique des locataires qui vivent dedans, et ça sera bon pour leur pouvoir d'achat. C'est quoi? C'est des subventions? Oui, vous bien donnez de sûr. l'argent à la copropriété? C'est aider la copropriété de manière directe à pouvoir réaliser les travaux. Et on peut l'accompagner aussi, mais ça vous allez le dire mieux que moi, pour aider à trouver les professionnels, à aider au développement des filières et des formations. Et comme on a plein d'idées positives pour les professionnels à Paris pour qu'ils puissent stationner, qu'ils puissent avoir aussi des avantages qu'ils n'ont pas aujourd'hui, on va doper un peu le marché. Il faut penser effectivement aux bailleurs privés qui sont quand même encore aujourd'hui la majorité des bailleurs et qui sont aussi nos clients. Donc c'est aussi pour ça que nous sommes bien placés pour parler d'eux. Nous portons depuis un petit moment maintenant à la Chambre de Paris quelques propositions. Il y a un problème d'argent. Il y a un problème d'argent pour la ville, vous l'avez dit. Il y a un problème d'argent aussi pour les bailleurs privés. Et nous avons une proposition, nous en avons deux en fait propositions qui ne sont certainement pas du ressort du maire de Paris, parce que c'est la loi, mais le maire de Paris a forcément une voix pour porter ce genre de proposition. Le problème du bailleur privé, c'est que souvent, il a
juste un peu plus qu'un logement en moyenne à mettre en location. Ce sont des petits propriétaires, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et en fait, l'argent qu'ils n'ont pas, c'est celui qu'ils n'ont pas pour faire la rénovation énergétique. C'est pour ça qu'en fait, il faut penser non seulement à peut-être aider, mais aussi à assouplir le régime. Je m'explique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire l'investissement de remédier à la passoire thermique parce que vous n'avez pas encore l'argent que vous rapporterait le produit de la location. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager non pas de renoncer à l'interdiction de louer des passoires thermiques, mais à la possibilité de louer une passoire thermique à un locataire qui prendrait à sa charge la rénovation, moyennant une franchise de loyer ou une baisse de loyer. Partager le travail, mais permettre de faire sauter ce verrou qui fait que je ne peux pas mettre en location parce que je n'ai pas le moyen de faire les travaux. C'est tout bête, mais ça résoudrait beaucoup de cas particuliers. Alors, suggestion des notaires de Paris. Moi, je suis pour, mais je ne peux pas en prendre l'engagement parce que ce n'est pas ma responsabilité. Mais je suis pour, et c'est des choses qu'on peut relayer pour que, sur le plan national, on puisse être soutenu en la matière. Voilà. Ne me dites pas que le maire de Paris n'a pas une audience. Si, voilà. Il y a une audience. Mais comme il n'y a pas de majorité dans l'Assemblée nationale actuelle, je ne peux pas prendre cet engagement-là parce que je ne suis pas certain d'obtenir le résultat, et je ne voudrais pas mentir. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison, et c'est une mesure pragmatique et qui rentre complètement dans la philosophie que je veux mettre en œuvre, en tout cas à Paris, et à l'échelle du Grand Paris aussi, avec les autres maires à l'échelle de la métropole. L'autre proposition, j'ose à peine les mettre Allez-y, avec la réponse que je viens hein. d'entendre, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de majorité pour ça. On cherche aujourd'hui à trouver des recettes, et je propose plutôt un allègement fiscal. Mais l'idée, c'est aussi qu'aujourd'hui, le bailleur privé, c'est une personne âgée. Et c'est une personne âgée qui n'a pas l'énergie, l'envie, la projection pour faire les travaux de rénovation énergétique. Et donc l'idée, ce serait de favoriser la transmission à la génération d'après, donc probablement avec une économie sur les droits de mutation à titre gratuit. Je vous donne, ça coûte moins cher, à condition pour la génération d'après de faire les travaux et de mettre le bien en location, potentiellement d'ailleurs à des conditions favorables. Les deux idées ensemble, elles marchent très bien. Ça me va très bien, c'est une très bonne philosophie. Je le dis souvent, la trajectoire que je veux initier à Paris et qui serait la bonne sur un plan national, mais ça, c'est le temps du débat présidentiel qui va permettre de stimuler le débat public. Moins d'impôts, moins de taxes, moins de dépenses publiques de fonctionnement pour améliorer la vie à la fois des entreprises qui ont besoin d'attractivité et les ménages qui ont besoin de respirer dans un pays qui est asphyxié par la pression fiscale. Donc 1000 fois oui. Et des mesures pragmatiques et simples en faisant confiance au terrain et aux professionnels. Justement, des questions pratiques. À Paris, on a beaucoup de bâtiments classés où on est à côté d'un bâtiment classé. Donc la rénovation énergétique est parfois interdite par les architectes ou des bâtiments de France, etc. Oui. Un témoignage de notaire qui exerce depuis 30 ans dans la ville. J'ai été confronté 2 fois à un immeuble qui n'était pas en zone d'architecte des bâtiments de France. Ah bon? 2 fois en 30 ans. C'est vrai, à ce point-là. Et je pense que je suis un recordman, je ne sais pas pour mes confrères. Oui, alors voilà, comment on fait Dans cette belle ville de Paris, comment on rénove? Non, mais moi je suis très attaché au patrimoine et à la beauté de Paris qu'il faut évidemment protéger, mais il y a un certain nombre de contraintes trop importantes et il faut desserrer les contraintes. Ça fait partie de la philosophie aussi. D'ailleurs, je vous le dis, chaque semestre à Paris, avec moi, maire de Paris, il y aura un hackathon. Un hackathon avec les spécialistes de l'intelligence artificielle, avec des Parisiens compétents ou curieux, et avec des spécialistes de la programmation pour détecter les mauvaises dépenses. Et les répercuter sur d'autres stratégies en matière urbaine. De la même façon, ils regarderont les contraintes ou les mesures qui pénalisent leur vie et comment on peut simplifier. Et ça permettra à la ville de Paris, aux élus et à l'administration d'être sous contrôle permanent des experts et aussi des citoyens pour mieux dépenser et moins contraindre et plus faire confiance. Je crois à la société de confiance de manière générale, c'est-à-dire à la société du contrat. Après, bien sûr, il y a des règles, et ces règles doivent être respectées, mais c'est sûr qu'en France et à Paris, on a plus de normes et de règles qu'il n'en faudrait de manière générale pour avancer et faire avancer les sujets et les dossiers. Voilà. Sur la climatisation, c'est aussi un sujet important pour le climat. Est-ce qu'il faut légiférer ou pas? Est-ce qu'il faut l'interdire, la nuancer, l'améliorer? Écoutez, la climatisation, c'est un peu aussi comme la question des lumières à Paris. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire confiance aussi à l'innovation.
Aujourd'hui, on a un savoir-faire absolument incroyable, et notre savoir-faire de 2026 n'est rien par rapport au savoir-faire de 2027 et de 2028, et on n'imagine pas les progrès que certains, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des startups, savent faire. Donc, on doit pouvoir avoir une ville qui réponde à la logique de la lutte contre le réchauffement climatique, de la décarbonation de l'économie, tout en ayant des politiques publiques qui permettent de protéger aussi nos concitoyens. La climatisation, on peut faire des progrès sur le côté industriel, pour faire en sorte que ça pompe moins d'énergie que ça n'en pompe aujourd'hui. Mais ça peut être aussi des réponses sur des questions de santé publique. On pense évidemment à la question du transport, on pense à la question des EHPAD, on pense à plein de sujets. Je parle des lumières, parce que je rencontrais justement des start-upers qui aujourd'hui savent davantage éclairer en consommant moins d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question pour la valorisation du patrimoine, mais pour la sécurité à Paris. Donc je pense qu'on doit savoir faire aujourd'hui, et dans les années qui viennent, on saura encore plus. Et donc, on adaptera nos politiques pour avoir toujours l'objectif de décarbonation, l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, la transformation écologique de nos villes, en étant pragmatique, en s'appuyant sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, pour avoir des résultats en matière de sécurité sur les lumières, en matière de climatisation, sur la qualité de vie des Parisiens, alors que nous sommes dans une logique de réchauffement climatique. Et c'est justement là, pardon d'insister lourdement, mais là où le Conseil des entrepreneurs et des scientifiques vient apporter son éclairage, parce qu'ils vont amener des données scientifiques, du savoir-faire, de la technicité, de la compétence, que n'a pas forcément la ville de Paris, ni sa fonction publique, ni les élus. Et c'est là qu'on va trouver le point d'équilibre pour faire avancer la ville. Voilà. Climat, c'est aussi la pollution, la qualité de l'air, c'est très très important. Alors quand même, ça c'est le bilan de la mandature précédente. La pollution a été divisée par 2 en 20 ans en Ile-de-France, selon Airparif. Il y a eu des vrais progrès aussi à l'intérieur de Paris et Paris intramuros. Vous, c'est quoi? C'est ni tout voiture, ni tout vélo. Vous pensez d'abord aux piétons? C'est ça que j'ai cru comprendre de votre programme. Il faut d'abord quelqu'un qui pense aux piétons, parce que c'est quand même le grand oublié, le grand impensé des politiques publiques. Et 55% des déplacements aujourd'hui à Paris se font à pied. On est à un moment donné de sa journée piéton. Donc je pense que les aménagements de voirie doivent être pensés à partir du plus fragile et du plus vulnérable. Et d'ailleurs, il y a 200 carrefours que nous avons répertoriés, que nous allons réaménager pour protéger le piéton et du coup le cycliste. Mais ça commence à partir du piéton pour le protéger dans ses traversées, comme les travaux. Je veux réorganiser les travaux. Je fais une parenthèse sur ce sujet, mais c'est très lié à la place du piéton. Aujourd'hui, les travaux sont ni faits ni à faire à Paris. Pardon de le dire, mais c'est la pagaille. Et je veux être le maire anti-pagaille, celui qui ordonne l'espace public. La ville de Paris, depuis 2015, a décidé d'autoriser les travaux, de ne plus les organiser et de confier l'organisation des travaux aux prestataires. C'est une catastrophe. Donc on va arrêter ça. Dès avril 2026, je veux reprendre la compétence de l'organisation des travaux, avec des calendriers stricts et des pénalités financières pour les entreprises qui ne respecteront pas les calendriers. Car aujourd'hui, l'entreprise, comme elle organise les travaux comme elle veut, elle ouvre le chantier, elle met les barrières, il n'y a pas d'ouvriers sur les chantiers parce qu'elle a ouvert un autre chantier, un deuxième, un troisième, parce que dès qu'elle lance, évidemment, c'est plus intéressant financièrement pour elle. Et ça participe à des chantiers trop longs, et souvent pas du tout coordonnés entre eux. Quand il y a 2 prestataires, ils n'interviennent pas de manière consécutive sur ce que je vais imposer. Ils interviennent parfois 6 mois après, une fois que tout a été remis au propre, on recasse la même portion de rue. Et ça, ce n'est plus possible, ça n'existera plus. Quand on aime sa ville, on s'en occupe, on en prend soin, et il faut tenir son espace public. Et donc, je dis aussi qu'à chaque fois qu'il y aura des travaux, les commerçants et les habitants seront informés en amont pour s'organiser. Le barriérage sera un beau barriérage, parce que ce n'est pas parce qu'on fait des travaux qu'il doit y avoir des plots en béton et un barriérage gris et vert moche. On peut faire du beau barriérage esthétique, ça existe dans d'autres métropoles françaises et européennes, et la traversée obligatoire pour les piétons, car je vois trop de travaux à Paris sans traversée pour les piétons, ou des traversées dangereuses, et que tout ça doit être anticipé et doit être mis dans le cahier des charges. Donc le piéton, dans tous les aménagements, on va revoir 200 carrefours, ça va protéger le piéton, mais aussi le cycliste. Je veux des bus dans les couloirs. Et oui, parce que le bus, c'est une solution, c'est une alternative, sauf que le bus, vous l'attendez 25 minutes. Je veux plus de bus dans nos couloirs. Paris finance à hauteur de 450 millions d'euros Île-de-France Mobilité, comme dirait l'autre. Vous verrez avec Valérie Pécresse alors. Exactement. I want my money back. Nous finançons, nous voulons des résultats en matière de bus. Plus de bus. Des bus, l'idée c'est d'en avoir toutes les 5 minutes pour que ce soit une véritable offre alternative. Comment font les personnes âgées pour circuler sinon à Paris? Comment font les personnes avec des poussettes?
Comment fait la personne qui connaît un handicap? Le bus, 100% accessible, il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il y en ait plus, et ça va devenir une offre intéressante. Et les automobilistes, on en fait quoi? J'arrive. Je vais donner au bus aussi la priorité d'accès aux grands carrefours, grâce au feu intelligent, grâce à l'innovation, pour créer la fluidité de la circulation. Et je vais créer 3 nouvelles lignes de bus, des lignes de bus express, reliant le nord au sud de Paris direct, l'est et l'ouest tout au long de la Seine, et les gares entre elles, pour créer de la fluidité au maximum. Pour la voiture, le problème à Paris, c'est la voiture qui vient de l'extérieur et qui n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. Le francilien part de chez lui, il est obligé de prendre sa voiture. C'est ce que la majorité municipale ne veut pas comprendre. Elle dit, c'est pas bien, il prend sa voiture, il ne faut pas prendre la voiture. Oui, mais il n'a pas de transport en commun en partant de chez lui, donc il prend sa voiture. Et le but, c'est de l'inciter à un moment donné à prendre les transports en commun, parce qu'il ira beaucoup plus vite à Paris en transport en commun, notamment grâce aux nouvelles lignes du Grand Paris Express, qui vont permettre de décongestionner le cœur de Paris. On pourra arriver à Paris parfois en 10 minutes, de son parking relais près de la gare, plutôt qu'en 1 heure en voiture. Donc, avec Valérie Pécresse qui l'avait proposé, et je le propose depuis aussi 10 ans dans l'opposition, c'est 30 000 places de parking relais sécurisés et gratuits pour les franciliens, pour décongestionner Paris de la voiture extérieure, et recréer à Paris, pour le piéton, pour le bus, pour le cycliste, pour l'automobiliste, de la fluidité dans sa ville. Moins de thrombose, moins de pollution, moins de bruit, mais que chacun trouve sa place dans la ville et que les Parisiens se réapproprient leur espace public et quel que soit son âge, sa condition sociale, son quartier, qu'on puisse plus facilement se mouvoir à Paris. Donc on protège davantage les piétons, on continue à développer le vélo et la place des cyclistes avec l'éducation au savoir rouler qui passera dans toutes les écoles et dans tous les quartiers grâce aux associations, des sanctions contre les incivilités grâce à la police municipale qui va verbaliser aussi les individus inciviques. On va revoir la politique du stationnement qu'on va complètement refondre parce qu'il y a quand même des choses à faire. Les tarifs? On va revoir les grilles des tarifs. On va le faire justement avec le conseil des scientifiques et des entrepreneurs pour établir les bons prix pour que ça soit équilibré par rapport aux réalités de l'usage en fait, de la voiture à Paris, du type de voiture, parce qu'aujourd'hui, c'est une politique anti. Moi, je ne suis pas pro ni anti, je suis efficace. Moins de pollution, moins de bruit, moins de thrombose, mais avec des solutions. Des solutions. Pas l'écologie de l'incantation, l'écologie de la solution. Et quand on trouve des solutions, tout le monde est gagnant. Juste d'un mot, rue de Rivoli et Voie-sur-Berge, vous en faites quoi? Rue de Rivoli, je veux mettre une deuxième voie pour que puissent circuler au moins les taxis et les bus, parce que moi je suis pour le développement des vélos, mais incontestablement sur la rue de Rivoli, là, la place est quand même trop importante. Il y a de la place. Voilà, il y a de la place. On ferait bien de dégager par exemple plus Sébastopol, où là il y a moins de place pour les cyclistes. Il faut être pragmatique dans la vie. Il faut savoir aménager par rapport aux évolutions. Et là on voit bien que ça a été fait de manière peu anticipée et avec peu d'études d'impact. Sur les voies sur berge, je le dis très clairement, je ne reviendrai pas sur les fermetures. D'abord parce que passer son temps à démolir et dépenser des millions d'euros, il vaut mieux sortir la voiture extérieure, comme je l'ai dit, et il n'y aura pas besoin de réouvrir les voies sur berge. En revanche, il faut les embellir, il faut les végétaliser en pleine terre et avoir des activités à destination des Parisiens, des activités ludiques, des activités culturelles, des activités sportives, un endroit qui soit beau, un endroit qui soit agréable à vivre et un endroit où on puisse faire quelque chose. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça reste une route où il n'y a plus de voitures. Voilà. Allez, le temps presse. On va passer maintenant au thème du commerce et aussi de l'attractivité économique des entreprises dans Paris. Alors surtout les commerces. La vacance commerciale a progressé, passant de 6% à presque 12% en 15 ans. Le commerce de gros, le nombre a chuté de 77% entre 2003 et 2023. Les grandes enseignes de mode, alors là c'est une baisse de 20% des magasins entre 2019 et 2025. Vous, comment est-ce que vous comptez sauver les commerces pour que chacun puisse aller faire ses cours facilement quand même et que ça ne disparaisse pas? D'abord, j'ai dit on va refondre la politique du stationnement parce que je pense qu'elle pose des problèmes et donc on va la revoir pour rééquilibrer les choses. Il n'y a pas que la question des tarifs, il y a la question de l'usage des places de livraison. Vous savez qu'il y a des places de livraison qui sont mixtes et puis il y a des places de livraison qui sont complètement interdites. Je pense qu'on peut augmenter le nombre de places mixtes. Ça permettra d'avoir plus de stationnement et donc plus de gens qui puissent se garer facilement plutôt que de tourner dans un quartier et chercher leur place. Il y a eu des expérimentations intéressantes et donc on va essayer de mettre ça en place dans la prochaine mandature, surtout Paris, pour faire le stationnement intelligent. Savoir quand on va dans un quartier, combien de places sont disponibles et où sont-elles précisément pour éviter de tourner et d'aller directement à sa place de stationnement.
on veut soutenir les professionnels. Donc je crois que les professionnels ne veulent plus venir travailler à Paris, et on les comprend. Alors s'il y a plus de fluidité de circulation, ça sera déjà plus facile, mais s'ils ont un tarif préférentiel, voire gratuit, eh bien ces métiers pourront venir nous aider à faire les rénovations ou à travailler à Paris. Je pense que c'est absolument important. Et même dans les économies que j'aurais réalisées, je suis prêt à les aider, pour certains artisans, à échanger leur véhicule pour aller vers la conversion de véhicules beaucoup plus propres. Voilà un investissement qui est intéressant et qui n'est pas dans une logique de fonctionnement, mais dans une logique d'investissement pour répondre aux défis à la fois climatiques et économiques, car l'attractivité, le rayonnement de Paris, l'économie, n'est pas l'ennemi d'une politique écologique. Il faut sortir de ce dogmatisme-là. Grâce à l'innovation, grâce à une écologie des solutions, on peut vraiment réduire la pollution, on peut vraiment combattre le réchauffement climatique en s'appuyant sur le partenaire économique et le savoir-faire aussi des acteurs de l'innovation. On va doubler le nombre de places de livraison aussi à Paris, pour désengorger justement les couloirs de bus, pour que les bus y circulent, mais parce qu'on en a besoin et qu'on a travaillé ça avec un certain nombre de vos collègues d'autres chambres ou d'autres acteurs économiques, beaucoup travaillé là-dessus, et évidemment le Conseil des entrepreneurs et des scientifiques pourra nous y aider. On veut développer la Seine aussi, comme un axe logistique. On travaille beaucoup sur le dernier kilomètre avec la cyclo-logistique. On travaille avec des partenaires privés sur les parkings souterrains, sur la logistique, où il y a beaucoup de choses à faire. Bref, on va pouvoir quand même pas mal développer la politique économique. Alors pour le commerce, tout ça va l'aider dans la logistique, le stationnement, le dernier kilomètre, l'utilisation de la Seine, etc. Et la question des baux. Bon, ça c'est un gros problème. C'est le petit commerce surtout, c'est-à-dire le commerce de bouche, le commerce à vocation culturelle. Alors je tiens à le dire, vous avez dû voir que je suis plus libéral que la majorité d'aujourd'hui. Oui. Mais un libéral pragmatique, je suis pas, c'est-à-dire que c'est pas de l'idéologie, il faut que ça marche. En revanche, il y a un type de commerce que je veux protéger, c'est toutes les librairies indépendantes et tous les cinémas de Paris. Et là, si je vais dépastiller un maximum de choses à Paris pour relancer l'activité économique et donner confiance aux partenaires privés, je vais protéger toutes les librairies indépendantes et tous les cinémas d'art et d'essai. Je veux les protéger dans le plan local d'urbanisme parce que je veux, lorsqu'il y a un rachat d'une propriété, on ne puisse pas changer la destination de la librairie ou du cinéma. Sinon, dans 10 ans, il n'y a plus de librairie indépendante, il n'y a plus de cinéma indépendant et d'art et d'essai. Or, c'est aussi l'âme de Paris, et je veux protéger cette âme de Paris qui participe de notre patrimoine. Dans les quartiers où il y a de la monoactivité, dans les quartiers où il y a des rideaux fermés, dans les quartiers où des mafias ont racheté des baux commerciaux pour blanchir leur argent, il faut qu'on soit proactifs ensemble, c'est-à-dire Ville de Paris et partenaires privés. Je vous donne un exemple sur les quartiers victimes de rachats de baux commerciaux par de l'argent sale. Il y en a de plus en plus. C'est ce fameux salon de massage, c'est souvent ces vitrines où vous voyez personne à l'intérieur ou rarement, qui vendent des produits qu'on ne connaît pas habituellement. C'est des mafias. Et c'est assez important et assez massif à Paris. Ça a commencé dans le nord-est de Paris et c'est en train de se diffuser partout à Paris. Maire de Paris, dès avril 2026, je signale tous ces commerces au préfet de police pour des fermetures administratives. Je signale au parquet pour des poursuites, pour que ces individus qui sont des délinquants ou des criminels soient poursuivis. Mais comme maire, j'ai le levier là de la promption, parce que si je l'arrête pour les logements, ça peut être un levier intéressant à discuter avec le partenaire économique. Si on remet de la sécurité dans ce quartier, si on récupère des baux commerciaux, alors on peut se dire que la ville parfois peut préempter 2-3 commerces pour relancer l'activité économique, un fleuriste, un marchand de bouche, etc., et dire aux partenaires privés, on est en train de remettre de la sécurité, on est en train d'apaiser l'espace public et le quartier, la ville est prête à financer pour relancer les premiers commerces, à vous de jouer. À vous de repartir sur l'activité économique, sur le rachat de baux commerciaux, de proposer des offres pour que dans chaque quartier de Paris, près de chez soi, il puisse avoir une offre commerciale diversifiée et un soutien particulier au commerce de bouche de qualité et au commerce à vocation culturelle. Pierre Tarade, sur les commerces et sur l'attractivité économique dans Paris. Oui, alors on a un petit peu moins de choses à dire, nous les notaires, mais nous constatons effectivement ce phénomène de vacances que vous avez pointé. Mais pour le coup, peut-être pas beaucoup de solutions autres. Il faut réfléchir. Il y a un problème de circulation. Il n'y a pas que un problème de circulation. Il y a aussi un problème de changement de consommation. On se fait livrer, on achète sur Internet. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder de près parce que c'est vrai aussi, et pour le coup,
On le voit dans nos échanges avec nos clients, un quartier vit par ses commerces et par ses commerçants. Et la notion du commerce de proximité est quand même vitale si on veut éviter, on en parlera peut-être tout à l'heure, une muséification de la ville. On passe au Paris Grand Paris, les relations avec le Grand Paris. Donc voilà, c'est 7 millions d'habitants, 130 communes, premier pôle d'emploi et premier parc de bureaux d'Europe. Le Grand Paris prend son envol. On a vu les gares du Grand Paris qui, ça y est, naissent un petit peu partout. La ligne 14 va jusqu'à Orly, la ligne 15 va arriver notamment. Vous, maire de Paris, comment est-ce que déjà vous voyez vos relations avec vos homologues autour de la capitale? Comment vous voulez articuler tout ça? Bon, il faudra un changement législatif là aussi, donc je ne peux pas le promettre. C'est pas vous. C'est pas moi. Non, c'est pas vous. Mais je le souhaite et je plaiderai, parce que je pense qu'il faut renforcer les pouvoirs de la métropole sur les grandes questions stratégiques pour qu'à l'échelle de la métropole, sur l'urbanisme, sur les déplacements, sur l'attractivité économique, sur la transformation écologique, on ait une stratégie au bon niveau pour avoir les meilleures actions concrètes pour Paris, pour Montreuil, pour Neuilly, pour toutes nos villes. Être maire, c'est savoir travailler avec les autres. Quand on est pragmatique, quand on n'est pas dans le dogmatisme, quand on croit justement à la culture de la réussite et de la performance, il faut savoir travailler avec les autres. Savoir travailler avec les autres maires, savoir travailler avec la région, savoir travailler avec l'État, savoir travailler avec le partenaire économique, avec le monde de l'entreprise, avec le monde associatif, et d'ailleurs associer aussi les citoyens aux grandes décisions au bon moment. Je pense que ça s'appelle le respect. Un maire, ça ne peut pas être dans une logique toujours verticale. Il doit savoir écouter, il doit savoir respecter, il doit savoir travailler avec les autres, et ensuite il doit savoir décider et trancher pour être efficace. Et derrière, il évalue ce qu'il fait avec les partenaires pour pouvoir se corriger ou amender des choses. Donc là, on a besoin de changer de culture de gouvernance. Parfois, ils ont donné le sentiment d'avoir toujours raison, à tout moment et contre tout le monde. Et même parfois, quand certains dans la majorité portaient des bonnes idées, elles ne trouvaient pas leur pleine expression parce qu'elles étaient freinées, parce qu'il manquait un partenaire pour aider à contribuer à ce que ça marche. C'est vrai par exemple sur le périphérique. Moi je suis pour qu'il y ait des voies réservées au covoiturage, au bus, bien sûr. Je suis pour que le périph' évolue, je suis pour qu'il y ait moins de bruit, moins de thrombose, moins de pollution. Mais par exemple, il y a des études qui démontrent qu'en roulant à 70 km/h, il n'y a pas plus de pollution. Donc on arrête le 50... Non, on peut le laisser, parce qu'en pleine journée, on ne roule pas à plus de 50 km/h. Mais quand c'est plus fluide, pourquoi faire 50 km/h quand toutes les études scientifiques démontrent qu'à 70, ça ne pollue pas plus? Laissons les gens rouler à 70 km/h au moment où c'est fluide. Soyons simplement pragmatiques avec cette logique-là. Donc pour ça, il faut savoir travailler avec la région, avec les communes riveraines qui sont concernées. Et si on fait des économies comme je en propose, on a des moyens d'investir, car dans mon projet, il y a 5 km de plus de couverture du périphérique. Ça, c'est plus intéressant pour améliorer la qualité de vie des gens qui habitent près du périphérique, que ce soit du côté de Paris ou du Grand Paris. Parce que c'est moins de bruit, c'est moins de pollution, c'est une nouvelle stratégie, de nouveaux aménagements pour avoir des espaces verts, des espaces culturels, pour avoir peut-être des projets d'aménagement écologiques dignes du XXIe siècle. Voilà, une ville en mouvement, une ville avec des projets et dans une logique qui ne soit pas verticale et dans une logique qui soit dogmatique. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Il faut savoir travailler avec l'État, parce que l'attractivité de Paris, du Grand Paris, c'est aussi une stratégie qui doit être menée avec l'État sur les questions de business. Je veux être un maire pro-business, un monde où on doit défendre l'entreprise, une ville accueillante pour tous les investisseurs. Le maire doit être l'ambassadeur de sa ville et de tous les savoir-faire, du commerçant au grand patron, de la TPE à la PME, du start-upper à l'artiste, toutes les pépites qui font vivre Paris. Ça me paraît vraiment fondamental. On doit travailler avec la région sur les mobilités, je l'ai dit tout à l'heure. On a des projets sur le bus. On veut plus de bus. Il va falloir le faire avec la région, puisque l'Île-de-France Mobilité, c'est essentiellement la région. Les communes riveraines, on n'a pas besoin d'attendre des changements législatifs pour faire des choses. Demain, on pourrait faire des coopérations entre le 15e et Issy-les-Moulineaux, entre le 18e et Saint-Ouen. Vous avez de la place dans vos conservatoires, parce que nous, on n'en a plus. Eh bien, est-ce que vous pouvez prendre des enfants du 18e à Saint-Ouen? Si nous, on a la place sur des créneaux de piscine, on accueille des habitants de Saint-Ouen, il n'y a pas de problème. Être dans des coopérations, dans des fluidités, pour éviter d'avoir un Paris enferré sur lui-même, mais plutôt un Paris ouvert, et un maire et une équipe municipale capable de travailler avec les autres, ça c'est fondamental. C'est un état d'esprit,
C'est un tempérament, mais c'est aussi une méthode de travail, de gouvernance qu'il faut absolument mettre en œuvre. Vous, chez les notaires, vous voyez que Paris, c'est un aimant qui attire beaucoup par rapport Oui. autour. Ah oui, alors même d'un point de vue strictement notarial, oui, parce qu'on se rend compte que dans la cartographie de l'implantation des études, qui est un grand sujet aujourd'hui avec l'autorité de la concurrence, etc., on se rend compte qu'en 10 ans, les notaires se sont concentrés sur le 8e et 9e arrondissement, alors qu'on est sur un bassin de population qui est beaucoup plus large que ça, qui dépasse largement la ville, le département de Paris. Et en fait, ça ne pose pas forcément de problème parce que nos clients viennent de partout vers Paris. Ça ne pose pas vraiment de problème, c'est quand même un problème parce que nous avons à cœur cette notion du maillage territorial et c'est vrai que le maillage territorial aujourd'hui, il est difficile à vivre. Mais par rapport à cette idée d'un grand Paris, j'ai un témoignage à vous porter parce que nous aussi, nous avons un problème de cartographie. Les notaires, on est calés sur la cartographie de la Cour d'appel. Le Grand Paris, pour nous, ça contient même Chartres et Auxerre. C'est compliqué. Si on voulait avoir une structure qui travaillerait à l'échelle du Grand Paris entre notaires, il faudrait attendre une évolution législative, et ce n'est pas une question d'absence de majorité qui pourrait nous en sortir. Et bien pour autant, le notariat du Grand Paris, ça existe, les différentes chambres des notaires au conseil régional travaillent ensemble, en marge parfois de la légalité. Il nous est arrivé, de signer une circulaire contraire à toutes les règles, mais comme tout le monde est d'accord pour l'appliquer, ça marche. On peut, en se mettant d'accord, parce que nous avons un bassin de population, un bassin économique, une réalité à l'Île-de-France que l'on vit tous les jours. Moi, dans mon étude, j'ai peu de collaborateurs qui habitent à Paris, et j'ai finalement pas tant de clients que ça qui habitent à Paris. Mais à Paris, c'est effectivement l'aimant où beaucoup de choses se passent. Il faut travailler en connexion avec ce pays de Paris qui est l'Île-de-France. Vous avez des formulations, justement des idées pour essayer de rééquilibrer un petit peu ce Grand Paris ou des suggestions pour faire des candidats? Chose à dire, vous l'avez dit, on n'a pas forcément besoin d'attendre la loi pour se parler. Ouais. Et n'attendez pas la loi. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Alors, on va essayer de se projeter un petit peu maintenant. Paris 2040. Alors déjà, rappelons pourquoi vous avez cette date de 2040. Alors pourquoi vous avez réfléchi là-dessus? Pourquoi la date? C'est parce qu'on voulait une date qui ne soit ni trop proche ni trop lointaine. Donc 2040, ça fait un compte rond et puis ça fait joli. On s'en moque un peu comme l'an 40, mais l'an 40, c'est bientôt. Il fallait la faire. Et non, mais ça fait partie de l'explication. Et accessoirement, c'est aussi l'époque. Aujourd'hui, un notaire parisien, il a en moyenne 45 ans. L'an 40, c'est le moment, non pas où il sera à la retraite, mais le moment où il commencera à penser à un successeur. Ouais. Et donc la question qu'on peut se poser quand on est notaire aujourd'hui, c'est quel est l'état de l'étude que je transmettrai à mon successeur. Vous savez, les notaires, on est professionnels de transmission, donc c'est un petit peu normal qu'on se pose les questions sur ce temps long. Et cette idée 2040, elle est venue au début de mon mandat parce que je voulais qu'on réfléchisse à notre place dans la société. Elle est essentielle. Je disais tout à l'heure, pour la petite histoire, ici au Châtelet, on est au centre. Vous savez qu'on est au centre au Châtelet depuis 1270. 1270. Les premiers notaires de France ont été installés ici par Saint-Louis en 1270. Il y a une chose qui est certaine, c'est que mes prédécesseurs de l'époque, ils ne faisaient pas le même métier que moi. Plutôt si, ils faisaient le même métier que moi, mais pas de la même façon. Et donc la question, c'est une profession qui a toujours été centrale, mais qui s'est toujours renouvelée. Et l'idée, c'est qu'il faut continuer à se renouveler, continuer à voir comment les évolutions vont venir nous frapper, nous challenger, et comment nous pouvons anticiper pour réagir à ça et continuer à remplir notre fonction dans la société dont nous avons l'outrecuidance de penser qu'elle est fondamentale. Eh bien, comment continuer à poursuivre cette mission? Et alors, l'outrecuidance, c'est celle que j'ai maintenant, à poser la question au futur maire de Paris, dans une mandature, voire deux. Quel est le pari que vous allez laisser à vos successeurs? C'est une très bonne question. J'y réponds un peu, pardon de le dire, dans le livre que je viens de publier, La bataille pour Paris, puisque j'ai un chapitre qui s'appelle Paris 2040, justement, et qui essaye de dire un peu, voilà ce qu'on veut faire avec vous, et voilà comment pourrait être Paris en 2040. C'est très important ce que vous avez dit, parce qu'il faut se projeter. C'est vrai pour une nation, c'est vrai pour une ville. Si on n'arrive pas à se projeter, si on arrive à ne pas voir loin,
Il est certain qu'on ne va pas transformer nos villes, on ne va pas transformer notre pays, on ne va pas le faire avancer et on ne va pas faire avancer notre ville. Et ça participe évidemment à la montée de la résignation, de la colère, des frustrations. Et la colère qui monte, elle est puissante. Et dont les bascules dont je parlais tout à l'heure, elles sont là, elles sont devant nous, elles sont imminentes. Et le combat que je mène, justement, pour les valeurs de Paris, les valeurs auxquelles j'adhère et auxquelles je crois profondément, c'est pour éviter ces mauvaises bascules. Mais ce combat, il est loin d'être gagné. Et c'est pour ça que je m'engage pleinement, parce que je crois profondément au projet que nous portons, je crois profondément aux valeurs qui sont les nôtres, et je pense qu'il faut être aussi en capacité d'amener des solutions, on vient d'en parler, mais il faut aussi se projeter. C'est quoi Paris? Alors par exemple, c'est quoi Paris? Alors justement, oui. Paris 2040, vous le voyez comment? Eh bien, l'objectif pour moi, c'est, pardon de le dire, et après je vais détailler, c'est une ville apaisée, dans laquelle on prenne du plaisir à vivre. Une ville qui vous rende plus d'énergie qu'elle ne vous en pompe au quotidien. Une ville réconciliée, parce qu'aujourd'hui c'est une ville de tension. Donc l'apaisement, c'est une bonne gestion. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Une bonne gestion financière, ça permet de dégager des marges de manœuvre pour agir très concrètement. Des mobilités qui marchent. J'ai parlé du bus tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Si on a des bus qui marchent toutes les 5 minutes, si c'est une offre, ça permet à beaucoup de gens de mieux vivre à Paris, et notamment les personnes dont j'ai parlé, tout le monde, mais notamment les personnes âgées, les personnes qui connaissent le handicap ou les personnes qui ont des poussettes et les familles. Mais c'est pareil pour le métro. On a un gros travail à faire sur le métro, notamment sur l'accessibilité. Alors on ne va pas pouvoir équiper d'ici 2040 toutes les stations. Le candidat ou la candidate qui vous dit ça vous mentira. Ça coûterait des milliards et des milliards. Mais en revanche, on peut prendre chaque ligne de métro et on peut se dire que sur chaque ligne, il faut absolument augmenter le nombre de stations accessibles pour qu'une personne à mobilité réduite puisse se dire, quand je prends la ligne 4 par exemple et que je pars de la porte de Clignancourt et que je veux aller à Vavin, si Vavin n'est pas équipé, je sais qu'une station avant ou 2 stations après, j'ai ma carte PMR, je sais que sur cette ligne, j'ai plusieurs stations équipées et ça permet à d'autres personnes que les usagers actuels du métro de pouvoir l'utiliser. De la même façon, sur l'accessibilité, il y a la question de la place du piéton à Paris, donc on en a parlé tout à l'heure, la question du stationnement. Il y aura des voitures en 2040 dans Paris? Il y aura, je pense, encore des voitures plus propres. Et il y a la question taboue, mais que j'évoque dans mon livre, qui est la question, pardon, pour bien me faire comprendre, la voiture autonome. C'est un sujet tabou, mais enfin, les expérimentations, elles sont là. Donc, c'est un sujet qu'il faut anticiper. C'est pour ça que je veux ce conseil des scientifiques et des entrepreneurs. Parce que la ville de Paris n'évoquera jamais ces sujets-là, sinon, avec les élus et la fonction publique de qualité que nous avons. Il faut des professionnels, des gens qui nous projettent, justement, et qui nous disent, voilà les progrès, voilà l'innovation, voilà comment ça va se transformer, voilà les décisions qu'il faut prendre, qu'il faut accompagner, ou au contraire, qu'il faut contrôler. Ça me paraît très important. Donc, la ville apaisée, c'est une ville qui est belle, qui entretient son patrimoine, qui entretient son espace public, qui lutte contre le bruit. On n'en a pas parlé, mais vous savez que le bruit, c'est le deuxième fléau après la pollution. Je sais que ça vous tient à cœur, le bruit. Ah oui, je suis très engagé parce que toutes les données scientifiques sont là. Le bruit est la deuxième cause de morbidité, pardon, je vais y arriver, à Paris, comme dans toutes les grandes métropoles européennes. C'est les troubles du sommeil, c'est les crises d'angoisse, c'est les dépressions, c'est l'augmentation du diabète, c'est les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est un fléau. Donc là-dessus, on a un vrai projet pour faire reculer le bruit à Paris. L'investissement qu'on va faire, on a prévu un plan pour 1000 établissements aidés pour les accompagner sur leur isolation acoustique. Parce que Paris doit être une ville en mouvement. Il faut qu'il se passe des choses, qu'il y ait des bistrots, qu'il y ait des restaurants, qu'il y ait des boîtes de nuit. Mais le bruit qui est généré est un problème. Les gens ont droit au sommeil aussi. Donc, investir, par exemple. Les capteurs Méduse, qu'on va faire un peu partout à Paris, pour permettre à chacun de mesurer le temps, d'avoir de la donnée scientifique. Ça permet à des gens de s'autoréguler quand ils sont civiques, et notamment des commerçants. Et s'ils ne sont pas civiques, il y aura aussi des sanctions. Il y aura une brigade spécialisée de la police municipale pour sanctionner. C'est pareil sur les sirènes que je veux faire reculer à Paris. J'en ai déjà parlé au préfet de police, maire de Paris, j'aurai un plan. Les sirènes doivent être utilisées qu'en cas d'urgence. Elles sont trop souvent utilisées, et puis par des professionnels parfois qui n'ont pas à les utiliser. Pardon, il y a beaucoup d'abus, je ne veux pas citer, mais il y a quand même un certain nombre de corps de métier qui ne sont ni pompiers ni urgentistes qui utilisent des sirènes. Et ça, à Paris, je ne le veux plus. Il y a les 2 roues motorisées thermiques. Un seul motorisé thermique la nuit peut réveiller 10 000 Parisiens. Ce sont les données scientifiques.
Alors on ne va pas dire bon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va vous aider à faire une conversion vers l'électrique. On va vous accompagner et vous aider pour que progressivement la ville puisse lutter contre le bruit avec des solutions et pas une pénalisation. Des solutions. On vous accompagne pour transformer votre commerce, pour transformer votre mode de déplacement et faire en sorte qu'il y ait moins de bruit à Paris, une ville plus apaisée, plus agréable à vivre. Je vous donne d'autres exemples. Une ville plus apaisée, c'est une ville où on trouve près de chez soi ce qu'il faut. Je ne veux pas reparler des commerces, on en a parlé tout à l'heure. Mais par exemple sur la santé, on a repéré du foncier avec les professionnels de la santé pour installer dans un maximum de quartiers de Paris de la médecine de proximité avec différents métiers pour qu'on n'ait plus de déserts médicaux à Paris. C'est un vrai fléau et un vrai problème. Et ça touche les plus fragiles en premier. Donc ça, c'est une priorité. Pour une ville apaisée et agréable à vivre en 2040, il faut aussi une ville qui soit bien entretenue, la propreté. Une ville plus propre. J'ai fait des propositions tout à l'heure avec le privé qui sera beaucoup plus efficace et grâce aux économies réalisées, une partie ira au désendettement, mais une autre partie ira à l'innovation. Parce qu'on a du temps de retard à Paris en matière d'entretien. On peut aujourd'hui faire des capteurs pour optimiser le ramassage. On sait les poubelles qui sont remplies, ou en tout cas leur taux de remplissage. Donc on optimise le ramassage. On peut faire, pour améliorer la propreté à Paris, les poubelles anti-rats. On sait faire, à Paris, on ne l'a pas mis en place. On peut faire les robots intelligents. Eh oui, j'ai vu ça, on ne l'a pas fait à Paris, qui font le tri direct des emballages et des papiers. Bref, plein de solutions très concrètes et opérationnelles qui font que la ville est plus agréable à vivre. Et je vous donne un dernier exemple sur un autre sujet. La qualité de vie, c'est aussi du vert, en plus du beau. Et donc, on fera de la végétalisation, de la vraie, en pleine terre. Donc, on a répertorié les placettes, les trottoirs, les maréchaux, que l'on peut végétaliser pour avoir des îlots de fraîcheur dans la ville de manière très concrète et très opérationnelle et efficace. Ça c'est important pour notamment lutter contre la hausse des températures. Et c'est l'accès à la culture et au sport. Je ne rencontre pas un Parisien qui ne témoigne pas de la difficulté à trouver une place pour son enfant dans les conservatoires puisqu'ils sont tirés au sort aujourd'hui. Je ne rencontre pas un Parisien qui ne m'explique pas que pour lui, pour ses enfants, pour son épouse, pour son mari, peu importe, il n'y a pas d'accès de créneau pour faire du sport. Alors on s'est dit, dans une ville contrainte comme Paris, il va falloir inventer des dispositifs. Alors on a bossé avec des architectes urbanistes et on a une solution qui est forte, qui marche dans d'autres métropoles d'ailleurs européennes, c'est la modularité. On a répertorié les bâtiments publics municipaux, rien que municipaux, hein, on pourrait faire sur d'autres domaines. Bâtiments publics municipaux qui sont disponibles à certaines heures du jour, à certains jours de la semaine ou à certaines semaines de l'année, et on va les rendre aux Parisiens pour faire du théâtre, pour faire de la musique, pour faire de la danse, pour faire du football, du judo, du taekwondo, de tout ce que vous voulez. On a comptabilisé des milliers et des milliers d'heures qui vont être redonnées aux Parisiens. Si le Parisien se dit la ville est plus accessible en termes de logement avec le choc d'offres qu'on aura fait, on peut se loger, c'est une ville habitée, où il y a le service avec les écoles, avec un temps périscolaire, j'en ai pas parlé, qui est une honte aujourd'hui et qu'on va réaménager, avec davantage de verre dans la ville, avec des commerces de proximité parce qu'on a une stratégie économique qui est tournée vers les Parisiens, avec la possibilité d'accès à la culture et au sport, avec moins de bruit, avec moins de pollution, avec des bus qui circulent dans les couloirs, avec plus d'accessibilité sur les métros. Bien, je vais vous dire, c'est une ville beaucoup plus agréable à vivre. Et si l'innovation, si l'intelligence artificielle éthique a aidé à mettre en place un service public municipal plus digitalisé, avec des réponses plus rapides, avec moins de contraintes, plus de confiance, c'est une ville qui va de l'avant. C'est une ville qui a des projets, c'est une ville qui innove, qui invente, qui crée. C'est une ville où on a envie de vivre, c'est une ville où on a envie de construire sa vie. Car moi, je suis venu du fin fond de la campagne, mais des gens viennent du fin fond du monde, de n'importe quel continent, conquérir leur liberté pour s'émanciper à Paris. Et Paris doit rester une promesse d'émancipation et de liberté. Et pardon de finir sur ma vie personnelle, mais je me souviens, c'était vieux, c'était il y a 25 ans. Moi, quand je suis arrivé à Paris, la première chose qui m'a marqué, c'est la vie. Paris, c'est la vie. Et Paris doit redonner plus d'énergie qu'elle n'en pompe. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, parce que moi, en 25 ans, j'ai l'impression qu'on me prend plus d'énergie qu'avant. Et donc, faciliter la vie des gens. Quand je suis arrivé à Paris, j'adorais voir les lumières dans les appartements, le cinéma après 22 heures, plein d'offres pour le théâtre, des gens de toute origine, de toutes conditions et de toutes couleurs, les terrasses de café, la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, Paris a perdu un peu de cette attractivité, de cette vie, et qu'il faut redonner cette mission à Paris pour que Paris soit regardé dans le monde entier comme l'exemple de développement, là où il fait bon vivre. Et si on arrive à ça, je pense qu'on aura réussi.
Pour ça, il me faudra 2 mandats. Comme Plus vous que l'avez dit 2 tout à mandats. l'heure. 2 mandats plus 2 ans pour les précisément 2040. Mais je n'en ferai pas plus de 2. Ah bon, vous Non. prenez l'engagement? Parce que je pense qu'après, on cherche à durer et à conserver le pouvoir plus qu'à à gouverner. C'est déjà pas mal, 2 mandats. Dans un instant, on va prendre quelques questions du public ici et puis en distanciel. Est-ce que vous voulez conclure peut-être et nous dire ce que vous avez retenu, Pierre Tarade? Vous me posez une colle, là. Non, j'ai retenu qu'on a une approche très notariale. J'ai compris qu'il fallait se parler, que le contrat... Et puis, surtout, j'ai compris qu'il y avait un comité scientifique où il y aurait forcément un notaire, parce que nous avons évidemment beaucoup de sujets à partager. Je crois que Pierre est intéressé par le comité. Je serai encore président de la Chambre au mois d'avril. Oui, voilà, vous pourrez le lancer. Mais on aura sûrement des volontaires. Est-ce qu'il y a des questions? Tout d'abord, dans la salle, il y a un micro qu'on peut vous donner si vous souhaitez. N'hésitez pas, c'est libre. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. C'est bon? Oui. Très bien. Près de la bouche. Voilà. Vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur le nettoiement de la ville et notamment avez affirmé qu'en privatisant cette action-là, il y avait forcément plus d'efficacité. Et je veux bien vous croire parce que pire que ce qui existe actuellement, je crois que c'est difficile de faire. Pour autant, et il semble là qu'il y a un paradoxe, c'est que vous avez aussi constaté de la même manière qu'en confiant au privé les voiries, eh bien, ma foi, cela générait du désordre. Alors, je suis convaincue que c'est un paradoxe purement apparent, et dites-moi comment vous le gérez. Merci de votre question. La propreté, c'est parce que tous les rapports de la Chambre régionale des comptes démontrent que lorsque le privé agit, les rues sont plus propres et ça coûte moins cher aux contribuables. Donc c'est un sujet que je connais depuis longtemps et je suis allé voir un peu ce qui se passe dans les autres métropoles européennes pour m'inspirer de bonnes pratiques et de bonnes politiques publiques, et le constat est très clair. Et donc il faut faire ce qui marche. Et parfois c'est le privé et parfois c'est le public. Il faut être pragmatique. Et quand c'est le privé, il faut lui faire confiance. Il faut un cahier des charges extrêmement strict. C'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Ça coûtera moins cher, on va pouvoir innover, on va pouvoir mécaniser, on va pouvoir faire plein de choses. J'ajoute d'ailleurs les aspirateurs. Quand je vois les agents de la ville qui ramassent avec des pinces, c'est dans très mauvaises conditions de travail, c'est inefficace. Les aspirateurs, ça va quand même nous permettre davantage de nettoyer Paris. Bon, parenthèse fermée. La voirie, les travaux vont toujours être faits par le monde privé et les entreprises. Mais la ville va organiser, parce que le prestataire organisait les travaux après avoir reçu l'autorisation, et ça c'est nouveau depuis 2015. Et ça ne marche pas. Il suffit de le voir à l'œil nu. Et ça, j'arrête. Parce que, encore une fois, quand on aime sa ville, il faut s'en occuper. Et un espace public qui n'est pas tenu, c'est inacceptable. C'est la première compétence d'une ville, de s'occuper de son espace public, de prendre soin des Parisiens, de prendre soin de notre ville. Et donc, c'est un sujet que je porte là aussi depuis longtemps avec constance, c'est que là, dès avril 2026, je veux récupérer avec mon équipe municipale l'organisation des travaux. Donc le prestataire restera privé, GRDF, la CPCU pour le chauffage urbain, mais il y aura des calendriers stricts, des pénalités financières lorsque les calendriers ne seront pas respectés, ce qui obligera à mettre tout de suite des ouvriers sur les chantiers et pas attendre. Il y aura dans le cahier des charges une obligation esthétique, notamment sur le barriérage et la fin des plombs en béton, et des traversées obligatoires et sécurisées pour les piétons. Et les informations seront en amont pour tous les riverains, pour tous les commerçants qui doivent pouvoir prendre aussi leurs dispositions quand il y a des travaux, car trop souvent, ils ne sont pas informés. Et il y aura d'ailleurs des panneaux aussi sur les travaux, comme ça existe dans plein de villes. Il suffit d'aller se promener dans quelques métropoles françaises, même pas européennes, pour voir qu'en matière de communication, d'information et de respect des citoyens, on fait beaucoup mieux. Et je crois que ça aussi, ça participe de l'apaisement de la ville, le sentiment qu'on prend soin de nous, qu'une politique publique, elle est faite pour améliorer les choses. Voilà. Et les prestataires devront intervenir quand il y en a au moins 2, de manière consécutive, pour éviter d'avoir à recasser une portion de rue qui a été rénovée 6 mois avant. Combien de fois on a vu ça? C'est exaspérant, et c'est dire que c'est fait avec l'argent du contribuable. Une autre question dans la salle? Prenez le micro. Pour l'instant, j'ai posé une question qu'on a reçue en distanciel. On a répondu à pas mal de questions déjà, parce que l'encadrement des loyers, vous avez répondu. Airbnb, vous avez répondu. Comment on fluidifie le marché du logement à Paris, vous l'avez bien répondu. Non, c'est des questions politiques qui sont maintenant qu'on va vous poser.
Est-ce que vous êtes vraiment le candidat de la rupture avec l'héritage de la Noé Hidalgo? Eh bien, On vous accuse de gauchisme. Hein, oui, certains m'accusent de tout, mais je suis corrézien, donc je suis assez tenace et coriace. Je prends sur moi les invectives, les attaques personnelles et même la désinformation, parce que je sais malheureusement qu'on est rentré dans l'ère de la désinformation. Et d'ailleurs, souvent, quand on n'a pas de projet, on s'attaque aux personnes. Moi, je ne m'attaque pas aux personnes. Je respecte mes concurrentes et mes concurrents. Je n'en dis pas de mal, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et ceux qui désinforment, c'est pas bien. Et je pense que les Parisiens n'aiment pas être pris pour des gogos. Ils aiment être respectés. Et puisqu'on me pose une question politique, il y a des gens qui ont une arrogance absolument incroyable, qui n'ont jamais rien fait pour Paris, qui débarquent d'un coup, qui se voient maire de Paris sans avoir jamais rien fait pour Paris, sans jamais avoir rencontré des Parisiens. Moi, je travaille depuis 18 ans. J'ai rencontré plus de 10 000 Parisiens en tête-à-tête dans des permanences. Parce que être maire de Paris, ça ne s'improvise pas. Il faut se densifier, il faut avoir un parcours. Et au fond, à la fin, eh bien, quand on fait trop de com', quand on fait de l'ultra-com, et qu'on ne sait pas répondre aux questions minimales, c'est qu'on n'est pas prêt à être maire de Paris. Et moi, je me tiens aux faits, et juste aux faits. Je suis élu de Paris depuis 18 ans dans l'opposition municipale. Dans l'opposition municipale. Pas dans la majorité, dans l'opposition municipale. J'ai été un lanceur d'alerte sur la dette. Et je porte un plan de 4 milliards d'euros d'économie et 3 milliards de rentrées. Madame Dati, juste sur les faits, propose 600 millions d'euros d'économie. Comment va-t-elle désendetter Paris et comment va-t-elle investir sur ces propositions? Elle n'a pas les marges de manœuvre. Je suis le candidat, en tout cas, du changement. Parce que si moi, je ne suis pas le candidat du changement, alors elle est encore moins la candidate du changement, puisque je porte un projet de rupture sur les questions financières majeures, qui va me permettre de financer la police municipale, par exemple. Je propose de tripler le nombre de policiers municipaux. Et c'est financé à l'euro près et vérifiable et expertisé par tous les spécialistes. 6 000 policiers municipaux, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui seront dans l'espace public. Du bleu dans nos rues, ça veut dire quoi? Ça veut dire une police dissuasive, mais aussi réactive. Je veux mettre au moins un policier municipal le soir dans chaque rame de métro en complément de la police des transports. Car je vois comme Parisien, et j'ai écouté des Parisiennes victimes de violences et d'agressions le soir dans le métro. Donc comme maire, je bouge et j'agis. Pourquoi ce procès? Parce que je suis un homme constructif et que j'ai pu voter des projets de la majorité municipale. Parce que j'aime Paris. Parce que ma seule boussole, c'est le service des Parisiennes et des Parisiens. Le respect des gens, c'est de voter en conscience. Et je me suis opposé à Madame Hidalgo sur la dette. Je me suis opposé sur la politique de l'espace public, de la propreté, des travaux, de la sécurité, de la préemption, du logement, sur la culture, j'en ai parlé tout à l'heure, et sur le sport. Bref, sur l'essentiel, en désaccord. Mais si elle fait l'éveil musical dans les écoles, je ne suis pas contre. J'ai pas envie de démolir tout ce qu'elle a fait parce que ça coûterait très cher et on n'aurait pas les moyens, je préfère faire. Donc je dis qu'il y a beaucoup de désinformation. Et j'ajoute une chose très positive, c'est qu'il y a un sondage. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Monsieur Bournazel, oui, c'est vrai, finalement, votre projet est peut-être plus sérieux, peut-être plus abouti, vous êtes légitime, etc. Mais moi, je pensais voter pour quelqu'un d'autre. » Parce que le changement, c'est plus important. Eh bien, sachez une chose, ce sont que des faits. Au second tour, je suis le seul candidat à pouvoir garantir que je gagne. Car les sondages montrent là qu'au second tour, je l'emporte largement face au candidat sortant. Parce que quand on est moins clivant, quand on est plus local, quand on est moins dur sur la forme, mais plus ferme sur le fond, eh bien on rassemble plus large. Et les sondages montrent et vont montrer, et ça sera demain dans des différents papiers, que je l'emporte face à M. Grégoire, largement, quelle que soit la situation, notamment en duel ou en triangulaire. Finalement, au premier tour, il faut choisir le candidat qui va réussir à gagner le second tour, parce que sinon on refait l'erreur du passé, on choisit au premier tour les candidats qui parlent fort, qui font du buzz et du bruit, qui sont trop clivants et qui perdent des élections à chaque coup. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est que Paris est une ville sociologiquement à gauche. Les résultats des élections de 2024 l'ont prouvé. Il n'y a jamais eu autant de députés de gauche à Paris qu'en 2024. C'est historique, 2 tiers des députés sont à gauche. Alors, il faut choisir le candidat qui peut récupérer des électeurs qui ont voté jusqu'à présent à gauche. S'ils se remobilisent contre une candidature, c'est sûr que la gauche va regagner, même en ayant déçu. Et moi, je suis l'assurance, le choix sûr, au premier tour pour gagner au second tour. Voilà ce que je dis au monsieur ou à la dame qui a posé cette question, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, et j'ai bien l'intention d'être combatif et offensif en la matière, parce que je pense que c'est un choix
primordial. Ça, c'est une question, donc héritage de Lanoé et Hidalgo, mais il y a beaucoup de questions sur Rachida Dati. Qu'est-ce qui se passe avec Rachida Dati entre vous deux? Qu'est-ce qui vous différencie tant? Elle parle de la droite la plus bête du monde. Vous êtes élu Renaissance, élu Horizon, pardon, et soutenu par Renaissance. Rachida Dati dans le gouvernement avec Emmanuel Macron. On ne comprend pas finalement pourquoi vous n'êtes pas partis ensemble. D'abord, nous n'avons pas le même projet, je le disais tout à l'heure. Le plan que je porte, c'est un plan financé. Donc la première différence, je dirais, c'est qu'il faut beaucoup faire évoluer notre ville. Et ça va demander de dégager des marges de manœuvre. Le changement que je propose, il est sérieux, il est financé. 4 milliards d'euros d'économie plus 3 milliards de rentrées, ce n'est pas 600 millions à 1 milliard d'euros de marge de manœuvre. Ce n'est pas la même chose. Ça ne sera pas le même projet. Et le changement que je porte, il sera fait, il sera traduit dans les actes, puisque je me donne les moyens financiers. Donc la première chose, c'est que nous n'avons pas ce même projet. Parfois, nous disons la même chose sur certains sujets, c'est vrai, et c'est très heureux. Elle veut faire une police municipale, pas de 6 000, de 5 000. Elle ne veut pas mettre de policiers dans les métros comme moi, mais peu importe. On pourrait dire que sur le papier, c'est pas loin. Mais, sauf qu'il faut savoir le financer. Et il faut avoir un projet solide et crédible, sinon on crée de la désillusion et de la désaffection. La deuxième différence, c'est que je suis un homme de rassemblement. Je suis un homme d'apaisement. Je suis un homme qui sait travailler avec les autres, qui sait additionner les compétences et les talents. Aujourd'hui, dans mon équipe, c'est vrai parce que je ne suis pas sectaire, il y a des gens qui viennent de la gauche, comme Stéphanie Rivoal, qui était la présidente d'Action contre la faim et qui travaille avec moi sur les questions de solidarité. J'ai même un ancien adjoint, Bertrand Delanoë, qui m'a rejoint. Bien, tant mieux s'il veut nous rejoindre. Et s'il peut entraîner d'autres Parisiens qui ont voté à gauche pour voter pour nous, c'est comme ça qu'on va gagner, qui était en charge de la vie associative. Mais j'ai Jean-François Lamour, qui a été LR, ministre de Chirac, et ancien champion olympique, qui me soutient. J'ai des élus LR, Madame Kerbois du 19e, Madame Bucaille, qui viennent de me rejoindre alors qu'ils étaient avec Rachida Dati. Ils sont plus à droite que moi, mais ils m'ont rejoint. J'ai le soutien de 2 anciens premiers ministres, Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui par ailleurs sont en concurrence pour la présidentielle. Ils ont fait l'union sacrée pour Paris. C'est bien qu'ils doivent considérer que cette candidature, elle a de la force, elle a du sens. Donc vous pourriez vous entendre finalement, au final, avec les équipes de Rachida Dati? Au premier tour, je veux rassembler... Non, non, je le dis très clairement. Au premier tour, je veux rassembler et convaincre. Il n'y a pas de candidature unique en démocratie. Les Parisiens ont le droit d'avoir le choix. Au premier tour, c'est le choix de la sincérité. Quelle est la personnalité? Quel est le meilleur projet pour Paris? On vote avec ses convictions. Et au premier tour, les Parisiens voteront. Et si, comme je leur demande, ils me hissent le plus haut possible et en tête des candidats du changement au premier tour, je poursuivrai le rassemblement et je tendrai la main à toutes celles et tous ceux qui veulent le changement à Paris, le réussir. Et je redis une chose assez importante sur cette question, le bon choix du premier tour, c'est le bon choix du projet de la personne, je l'ai dit, et si certains n'étaient pas convaincus devant leur écran de visio ou dans la salle en disant le projet ça suffit pas, la personnalité ça suffit pas, je le redis, il faut voter alors à ce moment-là au premier tour pour le candidat qui a le plus de chances au second tour de rassembler, pas de cliver, pas de diviser, pas de surmobiliser contre soi, mais de rassembler pour apaiser. Parce qu'au fond, l'alternance, c'est sain dans une démocratie. C'est sain, surtout après 25 ans d'une même équipe. Et je crois que c'est clair. Par ailleurs, j'ajoute un autre point. Je suis long, mais c'est très important. Je suis le seul candidat clair vis-à-vis des extrêmes. Car avec moi, les extrêmes ne pèseront pas sur la gestion de Paris. D'un côté, vous avez M. Grégoire, candidat, qui a donné aux Verts et aux communistes plus de place que Mme Hidalgo n'en avait jamais donné. Ce qui veut dire, élu maire de Paris, il n'aurait même pas la majorité dans sa majorité. J'y ajoute sur sa liste de premier tour Mme Simonet, candidate mélenchoniste LFI insoumise de 2020, qu'il a pris sur sa liste dès le premier tour, qui faisait campagne pour être élu député en 2022, avec Jérémy Corbyn, exclu du Parti travailliste anglais pour cause d'antisémitisme. Les valeurs, ça compte. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Le loup est rentré dans la bergerie. De l'autre côté, incontestablement, on voit bien que la pression de Sarac Dafo est forte sur Mme Dati. Je dis attention sur les valeurs. Pourquoi? Parce que si on veut un Conseil de Paris apaisé, qui réforme, qui agisse, il ne faut pas que l'extrémisme politique puisse, d'une manière ou d'une autre, peser sur la gestion de Paris ou peser sur les décisions du maire. Et je suis le meilleur garant de ça. C'est pour ça que je peux rassembler des femmes et des hommes déçus de la gauche qui viennent d'une gauche républicaine et qui n'acceptent pas cette dérive, des gens de la droite classique républicaine, comme des gens de centre-droit, et cette addition au second tour, parce que c'est une addition, ça fait une majorité politique parce que c'est une majorité sociologique.
il n'y aura pas de changement sans cette addition d'électeurs qui peuvent avoir des sensibilités nationales différentes. Et c'est mon parcours. Dans tout mon parcours, j'ai rassemblé. Quand j'étais député, j'ai fait voter des textes à l'unanimité, j'ai su travailler avec les autres et faire avancer les dossiers. Lorsque j'étais en charge de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour la région Île-de-France, j'ai travaillé avec les partenaires sportifs, institutionnels, de gauche, de droite, peu m'importe. On a fait avancer et on a gagné cette candidature. Et je crois que c'est ça dont on a besoin. Donc il ne faut pas se tromper sur cette élection. Et notre chemin est le bon. On monte progressivement en puissance. Et les sondages démontrent qu'au second tour, eh bien, je suis le candidat qui réussit le changement. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir pris ce temps dans votre Merci campagne. à vous. Je crois que demain c'est le grand meeting, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à Pierre Tarade, merci à toute l'équipe des notaires de Paris pour l'organisation. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Alors les prochains rendez-vous, c'est donc Emmanuel Grégoire le 18 février et Rachida Dati le 24 février. Sarah Knafo, la date est en discussion. Merci et bonne soirée. Merci.